Je ne m'étais jamais senti aussi terrifié de toute ma vie. Cette nuit-là dans les bois restera à jamais gravée dans ma mémoire comme la plus effrayante que j'ai jamais vécue. Tout avait commencé comme un simple week-end de camping entre amis. Nous étions un groupe de 5, moi, Julie, Thomas, Marc et Lucie. Nous avions l'habitude de partir camper ensemble depuis le lycée. C'était devenu une sorte de tradition annuelle pour nous. Cette fois-ci, nous avions choisi un endroit isolé dans une forêt dense, à plusieurs heures de route de la ville la plus proche. Nous sommes arrivés en fin d'après-midi et avons installé notre campement. L'ambiance était détendue et joyeuse comme d'habitude. Nous avons allumé un feu de camp, grillé des marshmallows et partagé quelques bières en discutant et en plaisantant. À mesure que la nuit tombait, l'atmosphère est devenue plus mystérieuse. Les ombres des arbres dansaient à la lueur du feu, et le silence de la forêt n'était brisé que par le crépitement des flammes et nos rires occasionnels. C'est à ce moment-là que Thomas a eu l'idée de cette blague stupide. Et si on faisait croire à une attaque d'animal sauvage pour effrayer Julie? A-t-il chuchoté à Marc et moi pendant que Julie et Lucie étaient partis chercher du bois. J'avoue que sur le moment, l'idée m'a semblé amusante. Julie avait toujours été la plus peureuse du groupe, et l'idée de lui faire une petite frayeur nous a fait rire. Nous avons rapidement mis au point un plan. Marc devait s'éloigner discrètement du camp et faire des bruits d'animal dans les buissons. Thomas et moi devions jouer les surpris et les effrayer. Lucie n'était pas au courant, ce qui rendrait la blague encore plus crédible. Quand Julie et Lucie sont revenus, nous avons continué à discuter normalement pendant un moment. Puis, Marc s'est éclipsé discrètement. Quelques minutes plus tard, nous avons entendu des bruits de branches cassées et des grognements sourds venant des buissons. Thomas et moi avons commencé à jouer notre rôle, feignant la peur et l'inquiétude. « Vous avez entendu ça ?» ai-je dit en essayant de paraître effrayé. Julie a immédiatement tendu l'oreille, ses yeux s'écarquillant de peur. Les bruits se sont intensifiés et nous avons vu les buissons bouger violemment. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Un rugissement puissant, rien à voir avec les grognements de Marc, a retenti dans la nuit. Nous nous sommes tous figés, y compris Thomas et moi qui savions que ce n'était pas prévu. Le rugissement était si fort, si animal, qu'il nous a glacé le sang. Soudain, une forme massive a jailli des buissons. Dans la pénombre, je n'ai pu distinguer qu'une silhouette sombre, beaucoup plus grande qu'un homme. Ses yeux brillaient d'un éclat jaune dans la lueur du feu. En une fraction de seconde, la créature s'est jetée sur Lucie, la plus proche des buissons. Elle l'a saisie avec une force incroyable et l'a entraînée dans les bois en un instant. Tout s'est passé si vite que nous sommes restés paralysés pendant quelques secondes, incapables de comprendre ce qui venait de se produire. Puis la réalité nous a frappés de plein fouet. Lucie venait d'être enlevée par une créature inconnue, et Marc était toujours quelque part dans les bois. La panique s'est emparée de nous. Julie hurlait, Thomas essayait de la calmer tout en cherchant frénétiquement une arme, n'importe quoi pour se défendre. J'ai attrapé la lampe torche la plus puissante que nous avions et j'ai commencé à scruter les bois, cherchant désespérément un signe de Lucie ou de Marc. « Il faut aller les chercher !» ai-je crié, ma voix tremblante de peur mais déterminée. Thomas a acquiescé, saisissant une hache que nous avions apportée pour couper du bois. Julie, toujours en état de choc, a refusé de rester seule au camp et nous a suivis malgré sa terreur évidente. Nous nous sommes enfoncés dans les bois, nos lampes balayant frénétiquement les alentours. Chaque ombre semblait menaçante. Chaque bruit nous faisait sursauter. J'avais l'impression que mon cœur allait exploser tant il battait fort. Après ce qui nous a semblé une éternité, nous avons entendu un cri. C'était la voix de Lucie, faible mais reconnaissable. Nous nous sommes précipités dans cette direction, oubliant toute prudence. Nous sommes arrivés dans une petite clairière et ce que nous y avons vu m'a fait froid dans le dos. Lucie était là, allongée sur le sol, visiblement blessée mais vivante. Et au-dessus d'elle se tenait la créature. Dans la lumière de nos lampes, j'ai pu enfin la voir clairement, et j'aurais préféré ne jamais avoir à la décrire. Elle était énorme, au moins 2 fois la taille d'un homme. Son corps était couvert d'une fourrure sombre et épaisse, mais sa peau semblait étrangement luisante par endroits, comme si elle était à la fois animale et autre chose. Sa tête était un cauchemar.
un mélange grotesque entre un loup et quelque chose que je ne pouvais pas identifier. Ses yeux jaunes nous fixaient avec une intelligence terrifiante. Thomas n'a pas hésité. Il s'était lancé vers la créature, brandissant sa hache. J'ai suivi, hurlant de toutes mes forces pour essayer de la distraire. Julie, malgré sa peur, a eu le réflexe de se précipiter vers Lucie pour essayer de la tirer hors de danger. La créature a rugi, un son qui m'a transpercé jusqu'aux os. Elle a balayé Thomas d'un revers de patte, l'envoyant voler contre un arbre. J'ai vu du sang, mais je n'avais pas le temps de m'inquiéter. J'ai continué à crier, à agiter ma lampe, faisant tout pour attirer son attention loin de mes amis. C'est à ce moment-là que Marc est apparu. Il avait dû entendre les cris et nous rejoindre. Sans hésiter, il s'est jeté sur le dos de la créature, s'accrochant à sa fourrure. La bête a rugi de colère, se secouant violemment pour essayer de se débarrasser de lui. Cette distraction a été suffisante. Julie a réussi à tirer Lucie hors de portée de la créature. Thomas, malgré sa blessure, s'est relevé et a attaqué de nouveau avec sa hache. J'ai ramassé une grosse branche et je me suis jointe à l'attaque, frappant la créature de toutes mes forces. Le combat qui a suivi reste flou dans ma mémoire. Je me souviens de cris, de sang, de la douleur quand les griffes de la créature m'ont lacéré le bras. Je me souviens de la peur intense, de l'adrénaline qui me poussait à continuer malgré tout. Finalement, après ce qui a semblé durer une éternité, la créature a reculé. Elle nous a fixés une dernière fois de ses yeux jaunes, comme si elle nous jaugeait, puis elle s'est enfuie dans les bois, disparaissant aussi vite qu'elle était apparue. Nous sommes restés là, haletants, blessés, incapables de croire à ce qui venait de se passer. Lucie était vivante, mais gravement blessée. Thomas saignait abondamment de la tête. Marc avait des griffures profondes sur le dos. Julie et moi étions couvertes d'égratignures et de bleus. Nous avons réussi à regagner notre campement, rassemblant rapidement nos affaires essentielles. Personne n'a prononcé un mot alors que nous nous précipitions vers nos voitures. Le trajet jusqu'à l'hôpital le plus proche a été un cauchemar, chacun de nous luttant contre la douleur et le choc. Les médecins ont soigné nos blessures, mais ils n'ont pas pu expliquer ce qui nous était arrivé. Nos descriptions de la créature ont été accueillies avec scepticisme. La police a fouillé la zone de camping, mais n'a rien trouvé de concluant. Cela fait maintenant des mois, et je n'arrive toujours pas à comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là. Nous avons tous des cauchemars, des flashbacks. Lucie a mis des semaines à se remettre physiquement, mais je sais qu'elle est encore hantée par cette expérience. Thomas a des migraines chroniques depuis son coup à la tête. Marc sursaute au moindre bruit inhabituel. Quant à moi, je ne peux plus dormir dans le noir. Chaque fois que je ferme les yeux, je revois ses yeux jaunes me fixant dans l'obscurité. Je ne sais pas ce qu'était cette créature, ni pourquoi elle nous a attaqués. Était-ce un animal inconnu? Une expérience génétique qui aurait mal tourné? Quelque chose de surnaturel? Je ne sais pas si je trouverai un jour des réponses à ces questions. Ce dont je suis sûr, c'est que je ne remettrai plus jamais les pieds dans une forêt la nuit. Cette expérience a changé ma perception du monde, m'a fait réaliser à quel point nous sommes vulnérables face à l'inconnu. Si je partage cette histoire aujourd'hui, c'est pour mettre en garde les autres. La nature cache des secrets que nous ne comprenons pas. Ce qui devait être une simple blague entre amis s'est transformé en cauchemar qui nous hantera pour le reste de nos vies. Soyez prudents là-bas, et n'oubliez jamais que parfois, la réalité peut être bien plus terrifiante que n'importe quelle histoire d'horreur. Je n'aurais jamais pensé que nos vacances d'été se transformeraient en un véritable cauchemar. Tout avait pourtant si bien commencé. Ma femme, nos 2 enfants et moi étions partis camper dans un endroit isolé au cœur de la forêt, loin de tout. Nous avions choisi ce camping sauvage pour son calme et sa beauté naturelle, pensant profiter d'un séjour paisible en famille. Le premier jour s'était déroulé comme prévu. Nous avions installé notre campement dans une petite clairière près d'un ruisseau. Les enfants s'amusaient à explorer les alentours pendant que ma femme et moi préparions le dîner. L'ambiance était détendue et joyeuse. Le soir venu,
Nous nous sommes rassemblés autour du feu de camp pour griller des marshmallows et raconter des histoires. Vers 22 heures, épuisés mais heureux, nous sommes allés nous coucher dans nos tentes. C'est au milieu de la nuit que tout a basculé. Je me suis réveillé en sursaut, le cœur battant. Quelque chose n'allait pas. J'entendais des bruits étranges autour du campement, comme si quelqu'un ou quelque chose rôdait. Au début, j'ai pensé que c'était peut-être un animal sauvage. Mais les sons étaient trop réguliers, trop intentionnels. J'ai secoué doucement ma femme pour la réveiller. « Tu entends ça ?» ai-je chuchoté. Elle a tendu l'oreille et a hoché la tête, l'air inquiet. Les enfants dormaient encore profondément dans leur tente à côté. Nous avons décidé de jeter un coup d'œil dehors. Lentement, j'ai entrouvert la fermeture éclair de la tente. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Notre campement était en train d'être systématiquement saccagé. Dans la pénombre, je distinguais une silhouette sombre qui se déplaçait furtivement entre nos affaires. Elle semblait fouiller méthodiquement dans nos sacs et nos provisions. Ma femme a étouffé un cri d'effroi. L'intrus s'est figé comme s'il nous avait entendus. Pendant quelques secondes qui m'ont paru une éternité, personne n'a bougé. Puis, brusquement, la silhouette a disparu dans l'obscurité de la forêt. Le cœur battant à tout rompre, nous sommes sortis pour constater l'étendue des dégâts. C'était pire que ce que j'avais imaginé. Nos sacs de couchage avaient été éventrés, leur contenu éparpillé au sol. La tente des enfants avait été lacérée sur le côté. Par miracle, ils dormaient toujours, inconscients du danger qui venait de rôder si près d'eux. Nos provisions avaient en grande partie disparu. Ce qui restait était piétiné, souillé. Même notre réserve d'eau avait été renversée, formant une flaque boueuse au sol. C'était comme si quelqu'un avait délibérément cherché à nous priver de tout moyen de subsistance. Ma femme tremblait, au bord des larmes. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» a-t-elle murmuré. J'ai essayé de garder mon calme, mais intérieurement j'étais terrifié. Nous étions au milieu de nulle part, sans moyen de communication, avec 2 jeunes enfants à protéger. Et quelque chose ou quelqu'un de manifestement hostile rôdait dans les parages. J'ai pris la décision de rassembler ce qui nous restait d'affaires et de quitter les lieux immédiatement. Tant pis pour le camping, notre sécurité passait avant tout. Nous avons réveillé les enfants, leur expliquant rapidement qu'on devait partir à cause d'un problème. Ils étaient encore à moitié endormis et ne comprenaient pas vraiment ce qui se passait. Alors que nous finissions de rassembler nos affaires à la hâte, j'ai entendu un bruit de branches cassées derrière moi. Je me suis retourné brusquement, brandissant ma lampe torche comme une arme. Le faisceau a balayé les arbres et s'est arrêté net sur une paire d'yeux qui brillait dans l'obscurité. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Ces yeux n'appartenaient pas à un animal. C'était un regard humain, froid et calculateur. Pendant une fraction de seconde, nos regards se sont croisés. Puis la silhouette a disparu à nouveau dans les ténèbres. « Vite, on s'en va !» ai-je crié, poussant ma famille devant moi. Nous nous sommes enfoncés dans la forêt, guidés par la faible lueur de nos lampes. Les enfants pleuraient, effrayés par notre panique évidente. Ma femme les serrait contre elle, jetant des regards angoissés par-dessus son épaule. Nous avancions aussi vite que possible, trébuchant sur les racines, nous écorchant aux branches basses. J'avais l'horrible sensation que nous étions suivis, observés. De temps en temps, je croyais entendre des bruits de pas derrière nous, mais quand je me retournais, il n'y avait que l'obscurité. Après ce qui m'a semblé être des heures de fuite éperdue, nous sommes tombés sur une clairière éclairée. Au centre, un groupe de personnes était rassemblé autour d'un feu de camp. J'ai failli pleurer de soulagement. « À l'aide !» ai-je crié en approchant. « S'il vous plaît, aidez-nous !» Le groupe s'est levé d'un bond, visiblement surpris par notre arrivée. C'était une famille, comme nous, un couple avec 3 adolescents. Ils ont immédiatement vu notre état de panique et nous ont accueillis dans leur campement. Entre 2 respirations haletantes, nous leur avons raconté ce qui venait de nous arriver. Le père de famille, un homme robuste nommé Pierre, a froncé les sourcils. « Ce n'est pas la première fois que ça arrive dans le coin », a-t-il dit gravement. Il nous a expliqué que depuis quelques mois, des rumeurs circulaient à propos d'un groupe vivant dans la forêt.
Des gens qui auraient coupé tout lien avec la civilisation et revendiquaient ce territoire comme le leur. Ils s'en prenaient apparemment aux campeurs isolés, les chassant de leur forêt. « Mais la police ne fait rien ?» a demandé ma femme, incrédule. Pierre a secoué la tête. Ils ont enquêté, mais n'ont jamais rien trouvé de concret. Ces gens, s'ils existent vraiment, connaissent la forêt comme leur poche. Ils ne laissent aucune trace. Cette révélation m'a glacé le sang. L'idée qu'un groupe hostile puisse vivre caché dans la forêt, s'attaquant aux campeurs innocents, était terrifiante. Et nous avions failli tomber entre leurs mains. Pierre et sa famille ont été d'une gentillesse incroyable. Ils nous ont offert de la nourriture, de l'eau, et nous ont même prêté une tente pour la nuit. Mais personne n'a vraiment dormi. Nous sommes restés éveillés, à l'affût du moindre bruit suspect. Au petit matin, Pierre nous a escortés jusqu'à la route la plus proche. De là, nous avons pu appeler les secours et rentrer chez nous. Nous avons bien sûr signalé l'incident à la police, mais comme Pierre l'avait prédit, ils n'ont rien trouvé de concluant. Cette expérience m'a profondément marqué. Depuis, je ne peux m'empêcher de repenser à ces yeux que j'ai vus dans l'obscurité, à cette présence menaçante qui nous a terrorisés pendant des heures. Qui étaient ces gens? Que nous voulaient-ils vraiment? Je ne sais pas si nous saurons un jour la vérité sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Mais une chose est sûre, je ne regarderai plus jamais la forêt de la même façon. Derrière la beauté de la nature sauvage se cache peut-être une menace bien plus terrifiante que ce que nous pouvons imaginer. Parfois, la nuit, je me réveille en sursaut, croyant entendre ces bruits furtifs autour de notre tente. Dans ces moments-là, je dois me rappeler que nous sommes en sécurité chez nous, loin de cette forêt maudite. Mais une part de moi sait que quelque part, dans les profondeurs des bois, ses yeux continuent de guetter, attendant leur prochaine victime. Cette expérience m'a appris que même les endroits les plus paisibles peuvent cacher des dangers insoupçonnés. Elle m'a aussi montré l'importance de la solidarité entre étrangers. Sans l'aide de Pierre et sa famille, qui sait ce qui aurait pu nous arriver? Aujourd'hui, quand je vois des familles partir camper, j'ai envie de les mettre en garde, de leur dire de rester vigilants, même dans les lieux qui semblent les plus sûrs. Car on ne sait jamais ce qui peut se cacher dans l'ombre des arbres, attendant le moment propice pour frapper. Je ne sais pas si je retrouverai un jour le courage de retourner camper en forêt. Cette nuit a laissé une marque indélébile dans mon esprit. Mais je sais une chose, je n'oublierai jamais cette terreur, ce sentiment d'impuissance face à une menace invisible mais bien réelle. Si vous décidez de partir camper dans un endroit isolé, soyez prudents, restez groupés, ayez toujours un moyen de communication et surtout, faites confiance à votre instinct. Si quelque chose vous semble anormal, n'hésitez pas à partir. Car parfois, la plus grande menace n'est pas celle à laquelle on s'attend. J'ai toujours aimé le camping en solitaire, la tranquillité de la nature, le silence apaisant de la forêt, l'opportunité de me retrouver seul avec mes pensées. C'était ma façon préférée de me ressourcer loin du stress de la vie quotidienne. Mais après ce qui s'est passé lors de ma dernière expédition, je ne suis plus sûr de pouvoir camper à nouveau un jour. Tout a commencé comme n'importe quelle autre sortie camping. J'avais repéré une petite clairière isolée au cœur d'une forêt dense, à plusieurs kilomètres du sentier le plus proche. L'endroit parfait pour être vraiment seul et profiter pleinement de la nature sauvage. Je suis parti tôt le matin, mon sac à dos chargé de tout le nécessaire pour passer la nuit dehors. Après plusieurs heures de marche, j'ai finalement atteint la clairière en début d'après-midi. C'était exactement comme je l'avais imaginé. Un petit espace dégagé entouré d'arbres imposants avec une vue dégagée sur le ciel. J'ai installé ma tente et préparé un feu de camp, savourant le calme ambiant. La journée s'est déroulée paisiblement. J'ai lu un peu, exploré les alentours et cuisiné mon dîner sur le feu. Alors que le soleil se couchait, je me suis installé confortablement près des flammes pour observer les étoiles apparaître progressivement dans le ciel. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à ressentir un léger malaise. Je ne saurais dire exactement ce qui a déclenché cette sensation. Peut-être était-ce le silence soudain de la forêt, ou une ombre furtive aperçue du coin de l'œil.
Toujours est-il que j'ai eu l'impression désagréable d'être observé. J'ai scruté les arbres autour de moi, mais je n'ai rien vu d'inhabituel. J'ai tenté de me raisonner, me disant que c'était probablement mon imagination qui me jouait des tours. Après tout, il est normal d'être un peu nerveux seul en pleine nature la nuit. Malgré mes efforts pour me calmer, le sentiment de malaise n'a fait que s'intensifier au fil des heures. Chaque craquement de branches, chaque bruissement de feuilles me faisait sursauter. J'avais beau me répéter que c'était des bruits normaux en forêt, je ne pouvais m'empêcher de penser qu'il y avait quelque chose ou quelqu'un là dehors, tapi dans l'obscurité, m'observant. Vers minuit, incapable de supporter davantage cette tension, j'ai décidé d'aller me coucher. J'ai éteint le feu et me suis glissé dans ma tente, espérant que le sommeil m'apporterait un peu de répit. Mais à peine allongé, j'ai entendu distinctement le bruit de pas s'approchant de mon campement. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Les pas semblaient lents, mesurés, comme si quelqu'un ou quelque chose rôdait autour de ma tente. J'ai retenu ma respiration, paralysé par la peur. Les bruits de pas ont continué pendant ce qui m'a semblé être une éternité, s'approchant parfois si près que je m'attendais à voir une silhouette se dessiner sur la toile de ma tente. Puis soudain, le silence est retombé. Un silence lourd, oppressant, encore plus terrifiant que les bruits de pas. J'étais persuadé que quoi que ce soit qui rôdait autour de moi était toujours là, immobile, attendant. J'ai passé le reste de la nuit recroquevillé dans mon sac de couchage, incapable de fermer l'œil, tous mes sens en alerte. À plusieurs reprises au cours de cette interminable nuit, j'ai entendu des bruits de mouvement autour de mon campement, des bruissements, des craquements, parfois même ce qui ressemblait à des murmures étouffés. Chaque fois, mon cœur manquait un battement. J'ai lutté contre l'envie de sortir en courant, sachant pertinemment que fuir dans la forêt en pleine nuit serait du suicide. À un moment donné, j'ai entendu un bruit juste à côté de ma tête, comme si quelque chose touchait la toile de la tente. J'ai retenu un cri, me mordant la lèvre jusqu'au sang. La peur me paralysait complètement. J'étais persuadé que si je bougeais ne serait-ce qu'un muscle, la chose dehors allait m'attaquer. Les heures ont passé avec une lenteur agonisante. Chaque minute semblait durer une éternité. J'oscillais entre des moments de terreur intense quand j'entendais des bruits et des périodes de tension insoutenables quand le silence régnait. Je n'avais jamais ressenti une telle peur de ma vie. Enfin, après ce qui m'a semblé être des jours, les premières lueurs de l'aube ont commencé à filtrer à travers la toile de ma tente. Le soulagement que j'ai ressenti à ce moment-là est indescriptible. Pourtant, je n'osais toujours pas bouger, craignant que la chose soit encore là, attendant que je sorte. Ce n'est que lorsque le soleil a été bien haut dans le ciel que j'ai finalement trouvé le courage de sortir de ma tente. Mes jambes tremblaient tellement que j'ai failli tomber. J'ai scruté les alentours, m'attendant presque à voir une créature monstrueuse surgir des buissons. Mais il n'y avait rien. La clairière était paisible, baignée de lumière matinale, comme si la nuit terrifiante que je venais de vivre n'avait été qu'un mauvais rêve. J'ai examiné le sol autour de ma tente, cherchant des traces de pas ou tout autre signe de la présence qui m'avait terrorisé toute la nuit. Mais je n'ai rien trouvé. Pas une empreinte, pas une branche cassée, rien qui puisse corroborer ce que j'avais vécu. Malgré l'absence de preuves, j'étais incapable de me convaincre que tout cela n'avait été que le fruit de mon imagination. La peur que j'avais ressentie était bien trop réelle, trop viscérale pour n'être qu'une hallucination. Quelque chose s'était passé cette nuit-là, quelque chose que je ne pouvais ni expliquer ni comprendre. J'ai rangé mon campement en un temps record, jetant presque mes affaires dans mon sac à dos. Je voulais quitter cet endroit le plus vite possible. Alors que je m'apprêtais à partir, j'ai jeté un dernier regard à la clairière. C'est là que je l'ai vue, une ombre furtive entre les arbres, disparue si vite que j'aurais pu croire l'avoir imaginée. Mais cette fois j'en étais certain. Il y avait bien quelque chose là-bas. Je n'ai pas attendu une seconde de plus. J'ai couru comme je n'avais jamais couru de ma vie, dévalant les sentiers sans me retourner. Je n'ai ralenti qu'une fois arrivé à ma voiture, plusieurs heures plus tard. Même là, les mains tremblantes en mettant le contact,
J'avais l'impression que quelque chose me suivait encore. Depuis cette expérience, je n'ai plus jamais été capable de retourner camper seul. Chaque fois que j'y pense, je revois cette ombre furtive et je ressens à nouveau cette terreur paralysante. Je ne sais toujours pas ce qui s'est réellement passé cette nuit-là dans la forêt. Était-ce un animal, un rôdeur ou quelque chose de plus inexplicable? Ce dont je suis sûr, c'est que quelque chose m'a observé, m'a traqué pendant toute cette nuit. Quelque chose qui n'a laissé aucune trace, mais qui a laissé une marque indélébile dans mon esprit. Je ne pense pas que je pourrai un jour oublier cette nuit de terreur, ni la sensation d'être la proie d'une présence invisible et menaçante. Parfois, quand je suis seul la nuit, j'ai encore l'impression d'entendre ces pas lents et mesurés s'approcher de moi, et je me demande si, où que j'aille, cette chose me suivra toujours, attendant patiemment dans l'ombre le moment de se manifester à nouveau. Je n'oublierai jamais ce voyage de camping qui devait être une célébration joyeuse de notre diplôme, mais qui s'est transformé en un véritable cauchemar. Nous étions un groupe de 6 amis de l'université, tous fraîchement diplômés et impatients de profiter d'un dernier moment ensemble, avant de partir chacun de notre côté pour commencer nos carrières. L'idée était simple, passer quelques jours dans la nature, loin de tout, à faire la fête et à nous remémorer nos meilleurs souvenirs d'étudiants. Nous avions choisi un site de camping isolé dans une forêt dense, à plusieurs heures de route de la ville. Le premier jour s'est bien passé, nous étions tous de bonne humeur, riant et plaisantant autour du feu de camp. Mais dès le deuxième jour, l'ambiance a commencé à changer. Je ne saurais dire exactement ce qui a déclenché tout ça, mais des tensions latentes entre certains membres du groupe ont commencé à remonter à la surface. Peut-être était-ce le stress accumulé des examens finaux, ou l'anxiété face à l'avenir incertain qui nous attendait. Toujours est-il que l'atmosphère est devenue de plus en plus lourde au fil des heures. Ça a commencé par des remarques acerbes, échangées entre Thomas et Marie, qui avaient eu une brève relation pendant nos études. Puis Julien s'est mis à critiquer ouvertement les choix de carrière d'Antoine, le traitant d'idéaliste naïf. Les conversations devenaient de plus en plus tendues, chacun semblant vouloir régler ses comptes avant qu'on ne se sépare. J'ai essayé de calmer le jeu, de proposer des activités pour nous changer les idées, mais rien n'y faisait. Le soir venu, l'alcool n'a fait qu'aggraver les choses. Les voix se sont élevées, les insultes ont fusé. J'étais horrifié de voir mes amis se déchirer ainsi, eux qui avaient été si proches pendant toutes ces années. Vers minuit, la situation a complètement dégénéré. Une simple bousculade entre Thomas et Antoine s'est transformée en bagarre générale. J'ai vu des coups de poing être échangés, du sang couler. C'était surréaliste, comme si toute notre amitié s'effondrait en quelques instants. Paniqué, ne sachant plus quoi faire pour les arrêter, j'ai fini par m'enfuir dans la forêt. Je courais sans vraiment savoir où j'allais, juste pour m'éloigner de cette scène de chaos. La nuit était noire, je trébuchais sur les racines, me cognais aux branches basses, mais j'étais tellement bouleversé que je ne sentais même pas la douleur. Au bout d'un moment, épuisé, je me suis arrêté pour reprendre mon souffle. C'est là que j'ai réalisé que je m'étais complètement perdu. La forêt semblait différente la nuit, hostile et menaçante. Les bruits nocturnes m'entouraient, me faisant sursauter au moindre craquement. Soudain, j'ai entendu un bruit de pas derrière moi. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai d'abord pensé que c'était l'un de mes amis qui me cherchait, mais quelque chose dans ses pas me glaçait le sang. Ils étaient trop lents, trop mesurés pour être ceux de quelqu'un qui cherche quelqu'un d'autre. J'ai commencé à marcher plus vite, essayant de ne pas faire de bruit. Les pas me suivaient toujours. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule et j'ai cru apercevoir une silhouette sombre entre les arbres. La panique m'a envahi et je me suis mis à courir. Je courais à en perdre haleine, slalomant entre les arbres, sautant par-dessus les obstacles. Mais les pas me suivaient toujours, se rapprochant inexorablement. Je sentais une présence menaçante juste derrière moi.
comme si des doigts glacés allaient se refermer sur mon cou à tout instant. Dans ma fuite effrénée, j'ai trébuché sur une racine et je suis tombé lourdement. La douleur m'a traversé le corps, mais la terreur était plus forte. J'ai essayé de me relever, mais mon pied était coincé. J'ai entendu les pas s'arrêter tout près. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. J'ai fermé les yeux, persuadé que c'était la fin. Mais soudain, j'ai entendu des voix au loin, des voix humaines, qui criaient mon nom. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu des faisceaux de lampes torches balayer les arbres. Une équipe de secours. La présence menaçante derrière moi a semblé hésiter, puis j'ai entendu les pas s'éloigner rapidement. Quelques instants plus tard, les secouristes m'ont trouvé. Ils m'ont expliqué que mes amis, une fois calmés, avaient de réaliser ma disparition et avaient appelé les secours. Ils m'ont ramené au campement où j'ai retrouvé mes amis. Tous semblaient honteux et inquiets. L'alcool ayant dissipé ses effets, ils réalisaient l'absurdité de leur comportement. Nous avons décidé de mettre fin au séjour et de rentrer dès le lendemain matin. Sur le chemin du retour, personne n'a vraiment parlé. L'ambiance était lourde, chacun ruminant ses regrets. Quant à moi, je ne pouvais m'empêcher de penser à cette présence dans la forêt. Qu'est-ce que c'était? Un rôdeur? Une créature? Ou simplement le fruit de mon imagination terrorisée? Les jours suivants, j'ai essayé de rationaliser l'expérience. Peut-être que le stress et la fatigue m'avaient fait halluciner, mais une part de moi restait persuadée que quelque chose m'avait réellement poursuivi cette nuit-là. Nos liens d'amitié ont été mis à rude épreuve par cet incident. Certains se sont excusés, d'autres ont préféré prendre leur distance. Nous ne nous sommes jamais vraiment retrouvés tous ensemble après ça. C'est comme si cette nuit avait marqué la fin définitive de notre jeunesse insouciante. Aujourd'hui encore, des années plus tard, je fais parfois des cauchemars de cette nuit. Je me réveille en sueur, avec l'impression d'entendre ces pas mesurés qui me poursuivent. Je ne peux m'empêcher de me demander ce qui se serait passé si les secours n'étaient pas arrivés à temps. Cette expérience m'a profondément marqué. Elle m'a montré à quel point les relations humaines peuvent être fragiles, comment l'amitié peut se transformer en animosité en un instant. Mais surtout, elle m'a fait prendre conscience que parfois, les vrais dangers ne sont pas ceux qu'on croit. Alors que je fuyais mes amis, pensant échapper à leur colère, je me suis retrouvé face à quelque chose de bien plus terrifiant. Je n'ai jamais réussi à expliquer ce qui s'est réellement passé cette nuit-là dans la forêt. Était-ce simplement la manifestation de mes peurs les plus profondes, ou y avait-il vraiment quelque chose ou quelqu'un qui me poursuivait? Je ne le saurais probablement jamais. Ce qui est sûr, c'est que cette expérience a changé ma façon de voir les choses. J'ai appris à ne pas tenir l'amitié pour acquise, à communiquer plus ouvertement pour éviter que les tensions ne s'accumulent. Et surtout, j'ai appris à faire confiance à mon instinct. Parfois, la peur n'est pas irrationnelle, elle est un signal d'alarme qu'il faut savoir écouter. Je ne suis jamais retourné camper depuis cette nuit-là. L'idée même de dormir dans une tente me donne des sueurs froides. Mes amis ont essayé de me convaincre, disant que ça m'aiderait à surmonter cette peur, mais je n'ai jamais pu m'y résoudre. Le souvenir de cette présence menaçante dans l'obscurité est encore trop vivace. Parfois, quand je me promène en forêt en plein jour, je me surprends à scruter les ombres entre les arbres, comme si je m'attendais à voir cette silhouette sombre réapparaître. C'est irrationnel, je le sais, mais c'est plus fort que moi. Cette expérience a laissé une empreinte indélébile dans mon esprit. Je me demande souvent ce que sont devenus mes amis de l'université. Nous avons perdu contact au fil des années, chacun suivant sa propre voie. Je me demande s'ils repensent parfois à cette nuit, s'ils en font aussi des cauchemars. Ou peut-être ont-ils réussi à tourner la page, à reléguer cet épisode au rang de mauvais souvenirs de jeunesse. Quoi qu'il en soit, cette expérience m'a appris une chose importante. La vie peut basculer en un instant. Un moment, vous êtes entouré d'amis, vous vous sentez en sécurité, et l'instant d'après, vous vous retrouvez seul face à l'inconnu. C'est une leçon que je n'oublierai jamais.
Je n'oublierai jamais cette nuit terrifiante dans la forêt. C'était censé être des vacances en famille, un moment de détente loin du stress quotidien. Mes parents, ma petite sœur Léa et moi étions partis camper dans une forêt isolée, à plusieurs heures de route de la civilisation. L'endroit semblait idyllique au début. De grands arbres majestueux, le chant des oiseaux, l'air pur de la montagne. Nous avions installé notre tente près d'un petit ruisseau et passé la journée à explorer les environs, faire des randonnées et profiter de la nature. Le soir venu, nous avions allumé un feu de camp et grillé des marshmallows en racontant des histoires. Léa, du haut de ses 8 ans, était surexcitée à l'idée de dormir dans la tente. Vers 22 heures, épuisés par notre journée, nous sommes tous allés nous coucher. Je me suis réveillé en pleine nuit, sans vraiment savoir pourquoi. Il faisait noir comme dans un four, et le silence était pesant, oppressant même. Seul le bruissement du vent dans les feuilles venait troubler le calme de la nuit. J'ai tendu l'oreille, essayant de comprendre ce qui m'avait tiré du sommeil. C'est là que j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. La respiration de Léa, habituellement audible à côté de moi, avait disparu. Pris d'un mauvais pressentiment, j'ai tâtonné dans l'obscurité pour trouver ma lampe frontale. Le faisceau lumineux a balayé l'intérieur de la tente, révélant avec horreur que le sac de couchage de ma sœur était vide. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Où pouvait-elle bien être? Elle n'aurait jamais quitté la tente toute seule en pleine nuit. Léa? Ai-je appelé doucement, ne voulant pas réveiller mes parents? Pas de réponse. La panique a commencé à monter en moi. J'ai secoué mes parents pour les réveiller, leur expliquant la situation d'une voix tremblante. En quelques secondes, nous étions tous les trois dehors, scrutant les alentours avec nos lampes. « Léa! Léa! Où es-tu » crions-nous à tour de rôle. Seul l'écho de nos voix nous répondait, se répercutant sinistrement entre les arbres. L'obscurité semblait nous narguer, cachant ma petite sœur quelque part dans ces profondeurs insondables. Mon père a suggéré que nous nous séparions pour couvrir plus de terrain. Ma mère est restée près du campement au cas où Léa reviendrait, tandis que mon père et moi sommes partis chacun dans une direction. Le cœur battant, j'ai commencé à m'enfoncer dans la forêt, ma lampe frontale comme seul guide dans les ténèbres. Chaque pas que je faisais semblait résonner comme un coup de tonnerre dans le silence de la nuit. Les ombres dansaient autour de moi, prenant des formes menaçantes. Je sursautais au moindre craquement de branches, imaginant les pires scénarios. Et si Léa était tombée? Et si un animal sauvage l'avait attaquée? Ou pire encore, et si quelqu'un l'avait enlevée? J'appelais son nom sans relâche, la gorge de plus en plus serrée par l'angoisse. Les minutes s'écoulaient, interminables. Plus je m'enfonçais dans la forêt, plus je me sentais perdu et impuissant. Les arbres semblaient se resserrer autour de moi, comme pour m'emprisonner. J'avais l'impression que des yeux invisibles m'observaient, tapis dans l'obscurité. Soudain, j'ai cru entendre un bruit. Je me suis figé, retenant mon souffle. Là, encore. Un faible gémissement, à peine audible. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. « Léa » ai-je crié plein d'espoir. J'ai couru dans la direction du son, trébuchant sur les racines, me griffant aux branches basses. Et là, miracle. Dans le faisceau de ma lampe est apparue une petite silhouette recroquevillée au pied d'un arbre. Léa. Je me suis précipité vers elle, la prenant dans mes bras, fou de soulagement. Elle tremblait comme une feuille, les yeux écarquillés de peur. « Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es partie ?» lui ai-je demandé, essayant de garder une voix calme malgré mon cœur qui battait à tout rompre. Entre deux sanglots, elle m'a expliqué qu'elle s'était réveillée pour faire pipi et qu'elle s'était un peu éloignée du campement. Mais dans l'obscurité, elle avait perdu son chemin et s'était retrouvée complètement désorientée. Terrorisée, elle s'était recroquevillée au pied de cet arbre, n'osant plus bouger. Je l'ai serrée fort contre moi, lui promettant que tout allait bien se passer, que nous allions retrouver le chemin du retour. Mais au moment où je m'apprêtais à rebrousser chemin, un craquement sinistre a retenti derrière nous. Je me suis retourné brusquement, pointant ma lampe vers la source du bruit. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang.
À quelques mètres de nous se tenait une silhouette sombre, grande et mince. Un homme, vêtu entièrement de noir, son visage caché dans l'ombre d'une capuche. Il ne bougeait pas, nous fixant en silence. J'ai senti Léa se raidir contre moi, étouffant un cri de terreur. « Qui êtes-vous » ai-je balbutié, la voix tremblante. Pas de réponse. L'homme est resté immobile, comme une statue macabre au milieu des arbres. Mon esprit s'emballait. Que faisait cet inconnu ici en pleine nuit, au cœur de la forêt? Était-ce lui qui avait attiré Léa hors de la tente? J'ai reculé lentement, serrant ma sœur contre moi. L'homme n'a pas bougé, mais je sentais son regard nous suivre. La panique montait en moi, menaçant de me submerger. J'ai pris une grande inspiration, rassemblant tout mon courage. « Écoutez, on ne veut pas d'ennui. On va juste partir, d'accord ?» ai-je lancé d'une voix que j'espérais ferme. Toujours pas de réponse, juste ce silence oppressant et ce regard invisible qui nous transperçait. N'y tenant plus, j'ai fait volte-face et me suis mis à courir, portant Léa dans mes bras. J'entendais ma sœur sangloter contre mon épaule, mais je n'osais pas me retourner. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Les branches me fouettaient le visage, mais je continuais à courir, guidé par un instinct de survie primaire. Je ne sais combien de temps nous avons couru ainsi. Mes poumons étaient en feu. Mes jambes me faisaient souffrir, mais la peur me poussait en avant. Finalement, j'ai aperçu une lueur au loin. Notre campement. Avec un dernier effort, j'ai franchi les derniers mètres qui nous séparèrent de la clairière. Mes parents se sont précipités vers nous, fous d'inquiétude. Entre deux respirations haletantes, j'ai essayé de leur expliquer ce qui s'était passé. L'homme en noir, la course folle à travers la forêt. Mon père a immédiatement saisi sa lampe torche et son fusil de chasse, partant inspecter les alentours du campement. Nous sommes restés blottis les uns contre les autres, scrutant nerveusement l'obscurité. Les minutes s'écoulaient, interminables. Finalement, mon père est revenu, l'air perplexe. Il n'avait trouvé aucune trace de l'homme mystérieux, ni le moindre indice de sa présence. Le reste de la nuit a été un cauchemar éveillé. Nous sommes restés sur le qui-vive jusqu'à l'aube, sursautant au moindre bruit. Dès les premières lueurs du jour, nous avons plié bagages et quitté cet endroit maudit, jurant de ne plus jamais y remettre les pieds. Aujourd'hui encore, des années plus tard, je ne peux m'empêcher de frissonner en repensant à cette nuit. Qui était cet homme? Que nous voulait-il? Était-il réel ou simplement le fruit de notre imagination terrorisée? Ces questions restent sans réponse, me hantant encore parfois dans mes cauchemars. Une chose est sûre, cette expérience m'a marqué à vie. Elle m'a montré à quel point la frontière entre la sécurité et le danger peut être mince, à quel point notre monde familier peut soudainement devenir hostile et effrayant. Depuis, je ne regarde plus jamais une forêt de la même façon. Derrière chaque arbre, dans chaque ombre, je ne peux m'empêcher d'imaginer cette silhouette noire, immobile et silencieuse, nous observant dans l'obscurité. Je ne m'attendais pas à ce que notre week-end de camping tourne au cauchemar. Nous étions un groupe de 5 amis, tous dans la vingtaine, partis pour une escapade dans les bois. L'idée était de nous détendre, de profiter de la nature et de passer du temps ensemble loin du stress de la vie quotidienne. Si seulement nous avions su ce qui nous attendait. Nous sommes arrivés vendredi après-midi dans une zone de camping isolée. L'endroit était magnifique, entouré d'arbres majestueux et traversé par un petit ruisseau. Nous avons installé nos tentes et passé la soirée autour du feu de camp à rire et à nous raconter des histoires. L'ambiance était détendue et joyeuse. Le lendemain matin, nous avons décidé d'explorer les environs. C'est là que les choses ont commencé à prendre une tournure étrange. Après environ 1 heure de marche,
Nous sommes tombés sur un ancien camping abandonné. Il y avait plusieurs tentes délabrées et du matériel de camping éparpillé un peu partout. Tout semblait avoir été laissé précipitamment. Au début, nous avons pensé que c'était simplement un ancien site que les campeurs avaient quitté sans nettoyer. Mais plus nous examinions les lieux, plus nous nous sentions mal à l'aise. Il y avait quelque chose d'anormal dans la façon dont les objets étaient disposés, comme si les gens étaient partis en panique. C'est à ce moment-là que Marie a remarqué une cabane en bois un peu plus loin. Elle était à moitié cachée par les arbres, et nous ne l'avions pas vue au premier abord. Poussés par la curiosité, nous nous sommes approchés. La cabane semblait vieille et délabrée, mais il y avait des signes récents d'occupation. Alors que nous nous approchions, j'ai senti un frisson me parcourir l'échine. L'atmosphère était devenue lourde et oppressante. Mes amis aussi semblaient nerveux, mais personne n'osait le dire à voix haute. Soudain, nous avons entendu des voix provenant de l'intérieur de la cabane. C'étaient des murmures indistincts, mais ils ne ressemblaient à rien de ce que j'avais entendu auparavant. Les sons étaient inhumains, comme un mélange de grognements et de sifflements. Paralysés par la peur, nous sommes restés immobiles pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Puis, sans prévenir, la porte de la cabane s'est ouverte dans un grincement sinistre. Ce que j'ai vu ensuite me hantera pour le reste de ma vie. Des silhouettes sombres et difformes ont commencé à sortir de la cabane. Elles ne ressemblaient à rien de connu. Leurs corps étaient tordus et allongés de manière impossible, leurs membres se mouvant de façon erratique. Leurs visages, je n'arrive même pas à les décrire tant ils étaient cauchemardesques. La panique s'est emparée de nous. Sans réfléchir, nous avons pris nos jambes à notre cou, courant à travers les bois aussi vite que possible. J'entendais les cris terrifiés de mes amis mêlés au bruit de poursuite derrière nous. Ces créatures nous chassaient. Je ne sais pas combien de temps nous avons couru. Mes poumons brûlaient et mes jambes me faisaient mal, mais la peur me poussait à continuer. Je pouvais sentir leur présence juste derrière nous, leurs grognements se rapprochant de plus en plus. À un moment, j'ai trébuché sur une racine et je suis tombé lourdement. La douleur était intense, mais l'adrénaline m'a fait me relever immédiatement. C'est là que j'ai réalisé que j'étais séparé du reste du groupe. J'étais seul dans ces bois sombres, avec ces choses à mes trousses. Le cœur battant à tout rompre, j'ai continué à courir, changeant constamment de direction dans l'espoir de les semer. Les bruits de poursuite semblaient parfois s'éloigner, puis se rapprocher soudainement. J'avais l'impression de devenir fou. Après ce qui m'a semblé être des heures, j'ai finalement aperçu une clairière. À bout de souffle et complètement désorienté, je suis sorti des bois. À ma grande surprise et à mon immense soulagement, j'ai vu notre campement. Mes amis étaient là aussi, tout aussi terrifiés et épuisés que moi. Nous n'avons pas perdu de temps. En un temps record, nous avons rassemblé nos affaires et quitté les lieux. Personne n'a dit un mot pendant le trajet de retour, trop choqués pour parler de ce que nous venions de vivre. Ce n'est que plus tard, une fois en sécurité chez moi, que j'ai pu réfléchir à ce qui s'était passé. J'ai essayé de trouver des explications rationnelles, mais rien ne semblait logique. Comment expliquer ces créatures? D'où venaient-elles? Pourquoi étaient-elles dans cette cabane au milieu de nulle part? J'ai passé des nuits sans sommeil, hanté par les images de cette journée. Chaque bruit dans l'obscurité me faisait sursauter, craignant que ces choses ne m'aient suivi jusqu'ici. Mes amis et moi avons essayé d'en parler entre nous, mais c'était trop douloureux, trop effrayant. Nous avons fait des recherches sur la région où nous avions campé, espérant trouver des indices. Mais il n'y avait rien. Aucune histoire étrange, aucun rapport de disparition, rien qui puisse expliquer ce que nous avions vu. J'ai même envisagé de contacter les autorités, mais qu'aurais-je pu leur dire? Que nous avions été poursuivis par des créatures sorties tout droit d'un film d'horreur? Ils nous auraient pris pour des fous ou des farceurs. Les jours sont passés, puis les semaines, et maintenant des mois. La peur initiale s'est estompée, mais elle a été remplacée par une angoisse sourde, constante. Je ne peux m'empêcher de penser que ces choses sont toujours là-bas, dans cette cabane, attendant leur prochaine victime.
Je sursaute encore au moindre bruit inhabituel. Les ombres dans la nuit me semblent menaçantes. J'ai du mal à dormir, revivant sans cesse cette course effrénée à travers les bois. Mes amis et moi, nous ne sommes plus les mêmes. Cette expérience nous a marqués d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. J'ai essayé de reprendre une vie normale, mais c'est difficile. Comment peut-on continuer comme si de rien n'était après avoir vu l'impossible ? Comment peut-on prétendre que le monde est comme avant quand on sait qu'il existe des choses au-delà de notre compréhension ? Parfois, je me demande si tout cela n'était qu'un rêve, une hallucination collective. Mais je sais au fond de moi que c'était réel. Les blessures physiques ont guéri, mais les cicatrices émotionnelles sont toujours là. Je n'ai plus jamais fait de camping depuis cet incident. L'idée même de retourner dans les bois me glace le sang. Mes amis non plus d'ailleurs. Nous évitons même d'en parler entre nous, comme si le simple fait d'évoquer cette expérience pourrait la rendre à nouveau réelle. J'ai écrit ce témoignage dans l'espoir de trouver des réponses, ou peut-être juste pour partager mon histoire avec d'autres qui pourraient avoir vécu quelque chose de similaire. Je ne sais pas s'il y a une explication à ce que nous avons vu ce jour-là. Peut-être que certains mystères sont destinés à rester inexpliqués. Ce que je sais, c'est que cette expérience a changé ma perception du monde. Il y a des choses là-dehors que nous ne comprenons pas, des choses qui défient toute logique. Et parfois, le hasard nous met face à ces mystères, qu'on le veuille ou non. Si vous allez camper, soyez prudents. Et si vous tombez sur une vieille cabane au milieu de nulle part, n'approchez pas. Certaines portes ne devraient jamais être ouvertes. Certains secrets ne devraient jamais être révélés. Car une fois que vous avez vu l'inexplicable, il n'y a pas de retour en arrière possible. J'étais parti camper avec mes amis Alex et Thomas dans les montagnes des Vosges pour le week-end. On avait trouvé un coin tranquille près d'un petit lac, loin des sentiers battus. L'endroit était magnifique, entouré de grands sapins et avec une vue imprenable sur les sommets environnants. On avait passé la journée à monter le camp, à pêcher et à se baigner dans le lac. Le soir venu, on avait allumé un feu de camp et on était en train de griller des marshmallows tout en discutant et en rigolant. C'est là qu'on a entendu un bruit de pas qui s'approchait. On s'est retourné et on a vu un homme sortir de l'obscurité. Il devait avoir une 50aine d'années, les cheveux grisonnants et hirsutes, avec une barbe de plusieurs jours. Il portait des vêtements usés et sales, comme s'il vivait dans les bois depuis un moment. L'homme s'est approché de notre feu de camp d'un pas lent. On était un peu surpris de voir quelqu'un d'autre dans un endroit aussi isolé, mais on a essayé d'être accueillant. « Bonsoir, monsieur », a lancé Alex. « Vous voulez vous joindre à nous ? On a encore des marshmallows si vous en voulez. » L'homme nous a regardés un à un sans rien dire pendant de longues secondes. Son regard était étrange, comme s'il nous jaugeait. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Finalement, il a hoché la tête et s'est assis près du feu, toujours sans prononcer un mot. On a échangé des regards gênés, ne sachant pas trop quoi faire. Thomas a tendu un marshmallow à l'homme, qui l'a pris sans un merci. Il l'a fixé pendant un moment avant de le jeter dans le feu. On a tous sursauté quand les flammes se sont brusquement intensifiées en consumant le marshmallow. L'atmosphère était devenue pesante. J'ai essayé de relancer la conversation pour détendre l'ambiance. « Alors, vous campez dans le coin aussi ?» L'homme a tourné lentement la tête vers moi. Ses yeux semblaient briller d'une lueur inquiétante à la lumière du feu. « Je vis ici », a-t-il répondu d'une voix rauque. « Ces montagnes sont ma maison. » On ne savait pas trop quoi répondre à ça. L'idée qu'il puisse vivre seul dans ces bois reculés était assez perturbante. « Et vous vivez tout seul ici ?» a demandé Alex, visiblement mal à l'aise. L'homme a esquissé un sourire qui m'a glacé le sang. « Je ne suis jamais vraiment seul », a-t-il dit d'un ton énigmatique. À ce moment-là, j'ai remarqué qu'il tenait quelque chose dans sa main. On aurait dit un petit sac en cuir qu'il tripotait nerveusement. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé en désignant l'objet. L'homme a serré le sac contre lui d'un geste protecteur. « Rien qui vous concerne », a-t-il grogné. L'ambiance devenait de plus en plus tendue.
Je sentais qu'Alex et Thomas étaient aussi mal à l'aise que moi. On aurait voulu que cet homme bizarre s'en aille, mais on ne savait pas comment le lui faire comprendre poliment. Soudain, l'homme s'est levé d'un bond, nous faisant tous sursauter. Il a commencé à marmonner des paroles incompréhensibles en faisant les 100 pas autour du feu. Son comportement devenait vraiment inquiétant. « Hé, ça va monsieur ?» a demandé Thomas d'une voix hésitante. L'homme s'est figé et nous a dévisagés avec un regard fou. « Ils arrivent !» a-t-il dit d'une voix tremblante. « Ils viennent nous chercher. Il faut partir vite. » On ne comprenait rien à ce qu'il racontait, mais son agitation commençait sérieusement à nous faire peur. J'ai jeté un coup d'œil à Alex, qui m'a fait un signe discret de la tête. On était d'accord, il fallait qu'on s'éloigne de ce type. « Écoutez monsieur, je pense qu'il vaut mieux que vous partiez maintenant », ai-je dit en essayant de garder mon calme. « On va bientôt aller se coucher de toute façon. » Mais l'homme ne semblait pas m'écouter. Il continuait à marmonner tout seul en jetant des regards affolés autour de lui. Puis il s'est mis à fouiller frénétiquement dans son sac en cuir. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Et s'il avait une arme? Je me suis levé lentement, prêt à courir s'il le fallait. Alex et Thomas ont fait de même. L'homme a sorti quelque chose du sac. On a tous retenu notre souffle. Mais ce n'était qu'une petite fiole en verre remplie d'un liquide sombre. Avant qu'on ait pu réagir, il a débouché la fiole et en a avalé le contenu d'un trait. Puis il s'est tourné vers nous avec un sourire dément. « C'est trop tard », a-t-il dit. « Ils sont là. » Et là, sous nos yeux horrifiés, l'homme s'est mis à convulser violemment. Il est tombé à genoux, le corps secoué de spasmes. De l'écume blanche coulait de sa bouche tandis qu'il poussait des cris inhumains. On était tétanisés par la peur, incapable de bouger ou de parler. L'homme s'est effondré au sol, toujours agité de tremblements. Puis, aussi soudainement que ça avait commencé, il s'est immobilisé. Un silence de mort est tombé sur le campement. On fixait le corps inerte de l'homme, n'osant pas s'approcher pour vérifier s'il respirait encore. C'est Alex qui a réagi le premier. « Il faut qu'on se tire d'ici, vite !» a-t-il crié. Ça nous a sortis de notre torpeur. On s'est précipité sur nos affaires, fourrant tout ce qu'on pouvait dans nos sacs à dos. En quelques minutes, on avait démonté les tentes et on était prêt à partir. J'ai jeté un dernier regard au corps de l'homme. Il n'avait toujours pas bougé. Une partie de moi se disait qu'on ne pouvait pas le laisser comme ça, qu'il fallait appeler les secours. Mais la peur était plus forte. On ne savait pas ce qui s'était passé et on ne voulait pas rester pour le découvrir. On s'est enfui en courant dans la forêt sombre, nos lampes frontales éclairant à peine le chemin devant nous. On a couru pendant ce qui m'a semblé être des heures, trébuchant sur les racines et les pierres, le cœur battant à tout rompre. Ce n'est qu'au petit matin qu'on a osé s'arrêter, épuisé et à bout de souffle. On était complètement perdus au milieu des bois, mais au moins on était loin de cet endroit maudit. On a fini par retrouver notre chemin et rentrer chez nous. Mais cette nuit-là nous a marqués à jamais. On n'a jamais su ce qui était vraiment arrivé à cet homme étrange. Était-il mort? Avait-il fait semblant? Et que contenait cette mystérieuse fiole? Parfois, la nuit, je me réveille en sursaut en repensant à son visage déformé par la douleur et la folie. Et je me demande si un jour, au détour d'un sentier de montagne, je ne vais pas le recroiser. Cette expérience m'a appris à me méfier des inconnus dans les endroits isolés. Maintenant, quand je vais camper, je choisis toujours des sites officiels, bien fréquentés. Et je ne peux m'empêcher de sursauter au moindre bruit suspect dans la forêt. Je sais que mes amis aussi sont encore hantés par ce souvenir. On n'en parle pas souvent, mais quand on se retrouve, il y a toujours un moment où nos regards se croisent et on sait qu'on pense tous à cette nuit-là. J'aimerais pouvoir oublier, tourner la page. Mais je sais que ces images resteront gravées en moi pour toujours. Cette rencontre a changé ma perception du monde, m'a fait prendre conscience de la fragilité de notre sentiment de sécurité. Alors si un jour vous allez camper dans un coin isolé et qu'un étranger s'approche de votre feu de camp, méfiez-vous. On ne sait jamais sur qui on peut tomber dans les profondeurs de la forêt.
C'était censé être un simple week-end de camping entre amis. On avait prévu ça depuis des semaines, histoire de s'échapper un peu de la routine et de profiter de la nature. Moi et 3 de mes potes, Lucas, Emma et Thomas, on avait trouvé ce coin sympa près d'une rivière dans le nord de la Californie. L'endroit était isolé, loin des sentiers battus, exactement ce qu'on recherchait. On est arrivé sur le site en fin d'après-midi vendredi. Le soleil commençait déjà à descendre derrière les arbres, projetant des ombres allongées sur le sol de la forêt. L'air était frais et on entendait le doux murmure de la rivière pas loin. On a vite monté nos tentes et allumé un feu de camp. L'ambiance était détendue, on rigolait en grillant des marshmallows et en se racontant des histoires. Mais dès le début, j'ai eu comme un pressentiment bizarre. Je n'arrivais pas vraiment à mettre le doigt dessus, mais quelque chose me dérangeait. Peut-être que c'était le silence inhabituel de la forêt, ou cette sensation d'être observé. J'ai essayé de me raisonner, me disant que c'était juste mon imagination qui s'emballait à cause de l'obscurité grandissante. La nuit est tombée rapidement. On était assis autour du feu, discutant tranquillement, quand soudain on a entendu un craquement sec venant des bois. On s'est tous figés, tendant l'oreille. « C'est sûrement un animal », a dit Lucas, mais sa voix trahissait une certaine nervosité. On a repris notre conversation, essayant d'ignorer ce bruit, mais l'atmosphère avait changé. On parlait plus bas, comme si on avait peur de déranger quelque chose, ou quelqu'un. Quelques minutes plus tard, un autre bruit. Cette fois, c'était comme un murmure lointain, presque inaudible. Emma a serré mon bras, ses yeux écarquillés scrutant l'obscurité au-delà de notre cercle de lumière. « Vous avez entendu ça ?» a-t-elle chuchoté. On a tous hoché la tête, incapables de nier l'évidence. Thomas a proposé d'aller jeter un coup d'œil, mais je l'ai retenu. « Mauvaise idée », j'ai dit. « On reste ensemble. » Le malaise que je ressentais depuis notre arrivée s'était transformé en une peur viscérale. Quelque chose n'allait vraiment pas. On est resté groupés, dos au feu, fixant la forêt sombre qui nous entourait. Les bruits se sont intensifiés. Ce n'étaient plus des murmures maintenant, mais des voix distinctes. Des voix d'hommes, graves et menaçantes. Je n'arrivais pas à comprendre ce qu'elles disaient, mais le ton était clair. Ces gens, quels qu'ils soient, n'étaient pas là pour faire un barbecue. « Il faut qu'on parte », j'ai murmuré. Personne n'a contesté. On a commencé à rassembler nos affaires le plus silencieusement possible, jetant des regards anxieux vers la forêt. Les voix semblaient se rapprocher, et j'ai cru apercevoir des ombres bouger entre les arbres. C'est là que tout a basculé. Un coup de feu a retenti, le bruit explosant dans le silence de la nuit. Emma a poussé un cri, vite étouffé par la main de Lucas. « Courez !» j'ai hurlé, abandonnant toute idée de discrétion. On s'est précipité vers la rivière, laissant derrière nous la plupart de nos affaires. J'entendais des cris derrière nous, des bruits de course. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. Je ne comprenais rien à ce qui se passait. Qui étaient ces gens? Pourquoi nous poursuivaient-ils? On a atteint la rivière, l'eau glacée nous montant jusqu'aux genoux. « Par là !» a crié Thomas, pointant vers l'aval. On s'est mis à courir dans l'eau, trébuchant sur les pierres glissantes. Les voix de nos poursuivants résonnaient derrière nous, mêlées au bruit de l'eau et à nos respirations haletantes. Je ne sais pas combien de temps on a couru comme ça. Ça aurait pu être des minutes ou des heures. La peur nous poussait en avant, l'adrénaline nous empêchant de ressentir la fatigue ou le froid. À un moment, Emma a glissé et est tombée. Je l'ai aidée à se relever, sentant la panique monter quand j'ai réalisé que les voix se rapprochaient. On a fini par quitter la rivière, grimpant sur la berge escarpée. Nos vêtements trempés nous collaient à la peau, rendant chaque mouvement difficile. Mais on ne pouvait pas s'arrêter. Pas maintenant. On s'est enfoncé dans la forêt, essayant de mettre le plus de distance possible entre nous et nos poursuivants. Les branches nous griffèrent le visage, nos pieds s'enfoncèrent dans la boue. J'avais perdu toute notion d'orientation, suivant aveuglément mes amis dans l'obscurité. Soudain, Lucas s'est arrêté net. « Regardez !» a-t-il dit, pointant quelque chose devant nous.
À travers les arbres, on pouvait voir une lueur. Une route. On s'est précipité vers la lumière comme des papillons de nuit. La route était déserte, mais rien que le fait de voir cette bande d'asphalte m'a donné un espoir fou. On s'est mis à marcher rapidement le long de la route, tendant l'oreille pour détecter le moindre bruit de moteur. Après ce qui m'a semblé une éternité, on a enfin vu des phares au loin. On s'est mis au milieu de la route, agitant frénétiquement les bras. La voiture a ralenti, puis s'est arrêtée. C'était un couple âgé, l'air complètement ahuri de nous voir dans cet état. On s'est entassé dans leur voiture, bafouillant des explications incohérentes. Le vieil homme a immédiatement appelé la police pendant que sa femme nous enveloppait dans des couvertures. Les policiers sont arrivés rapidement. On leur a raconté notre histoire, mais je voyais bien à leur regard qu'ils avaient du mal à nous croire. Ils ont quand même envoyé des patrouilles dans la zone, mais n'ont rien trouvé. Pas de traces de nos poursuivants, pas même notre campement. On est resté au poste pendant des heures, répondant à des questions, essayant de donner un sens à ce qui s'était passé. Mais plus j'y réfléchissais, moins ça avait de sens. Qui étaient ces hommes? Que nous voulaient-ils? Pourquoi nous avoir poursuivis? Les jours suivants ont été un brouillard de déclarations à la police, d'appels inquiets de nos familles et de nuits sans sommeil. On a fini par rentrer chez nous, mais rien n'était plus pareil. Je sursautais au moindre bruit. Je n'arrivais plus à dormir sans laisser la lumière allumée. Les semaines sont passées, puis les mois. La police n'a jamais rien trouvé. Pas de preuves, pas de suspect, rien. Comme si cette nuit n'avait jamais existé. Mais je sais ce que j'ai vécu, ce que nous avons vécu. Aujourd'hui, des années plus tard, je repense encore à cette nuit. J'essaie de comprendre, de trouver une explication logique. Mais je n'y arrive pas. Parfois, je me dis que c'était peut-être des braconniers ou des trafiquants de drogue. D'autres fois, je me demande si on n'a pas été victime d'une hallucination collective, même si je sais au fond de moi que c'est impossible. Ce qui me hante le plus, c'est l'idée que ces hommes sont toujours là-bas, quelque part dans les bois, qu'ils attendent peut-être d'autres campeurs imprudents. Cette pensée me glace le sang. Je n'ai plus jamais fait de camping depuis cette nuit-là. Mes amis non plus d'ailleurs. On en parle rarement entre nous, comme si le fait d'évoquer ces souvenirs pouvait les rendre plus réels. Mais je sais qu'eux aussi y pensent. Je le vois dans leurs yeux quand on se croise, cette ombre qui passe furtivement. J'ai essayé d'en parler à un thérapeute une fois. Elle m'a écouté patiemment, puis m'a suggéré que peut-être mon esprit avait exagéré les événements à cause du stress et de la peur. Que peut-être ce n'était qu'un groupe de randonneurs qui nous avait pris pour des intrus. Mais elle n'était pas là. Elle n'a pas entendu ces voix, elle n'a pas vu ces ombres. Elle n'a pas ressenti cette terreur pure qui nous a poussés à fuir dans la nuit. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si on n'avait pas réussi à s'échapper, si on n'avait pas trouvé cette route. Est-ce qu'on aurait disparu, comme tant d'autres personnes qui s'évanouissent dans la nature chaque année? Est-ce que nos familles seraient encore en train de nous chercher, ignorant ce qui nous était arrivé? Ces questions me hantent, surtout la nuit quand le silence s'installe et que les ombres semblent prendre vie. Je sais que je ne trouverai probablement jamais de réponse, que cette nuit restera un mystère, une cicatrice sur mon âme que le temps n'effacera jamais complètement. Je sais que beaucoup de gens ne me croiront pas, qu'ils penseront que j'exagère ou que j'invente. Mais je sais ce que j'ai vécu. Et si je partage cette histoire aujourd'hui, c'est aussi pour mettre en garde. La nature peut être belle, mais elle peut aussi cacher des dangers qu'on ne soupçonne pas, des dangers qui n'ont rien à voir avec les animaux sauvages ou les conditions météorologiques. Alors si un jour vous décidez de faire du camping dans un coin isolé, restez vigilants. Faites attention aux bruits inhabituels, aux ombres qui bougent. Et si quelque chose ne va pas, n'hésitez pas une seconde, fuyez. Parce que parfois, la menace la plus dangereuse dans les bois n'est pas celle à laquelle on s'attend. Cette expérience a changé ma vie. Elle a changé la façon dont je vois le monde, dont je perçois la sécurité. Elle m'a appris que parfois,
La réalité peut être plus effrayante que n'importe quel film d'horreur. Et surtout, elle m'a montré à quel point la frontière entre un week-end normal et un cauchemar éveillé peut être mince. Aujourd'hui encore, quand j'entends parler de disparitions mystérieuses en forêt, je ne peux m'empêcher de frissonner. Je me demande si ces personnes ont vécu quelque chose de similaire à ce que nous avons traversé, si elles aussi ont entendu ces voix menaçantes dans la nuit, si elles ont couru pour leur vie à travers les bois sombres. Je sais que je ne retournerai probablement jamais camper. La simple idée de me retrouver dans une tente, entourée par l'obscurité de la forêt, me donne des sueurs froides. Mais d'une certaine façon, je me sens chanceux. Chanceux d'avoir survécu, d'avoir pu raconter cette histoire, parce que je sais que d'autres n'ont pas eu cette chance. Alors si vous lisez ceci, souvenez-vous en. La prochaine fois que vous vous aventurerez dans la nature sauvage, gardez à l'esprit que les véritables monstres ne sont pas toujours ceux auxquels on pense, et que parfois, le danger peut venir de là où on l'attend le moins. Je n'ai jamais pensé que notre escapade familiale estivale au lac Obsidian tournerait au cauchemar. Nous étions tellement excités, ma femme Catherine, nos enfants William et Emma, et moi-même, James. Le chalet de mes parents semblait l'endroit idéal pour se ressourcer loin du stress quotidien. Dès notre arrivée, j'ai senti que quelque chose clochait. L'atmosphère était lourde, oppressante. Les eaux sombres du lac semblaient nous observer. J'ai mis ça sur le compte de la fatigue du voyage. La première nuit, des bruits étranges m'ont réveillé. Des pas feutrés dans le couloir, des chuchotements incompréhensibles. Quand j'ai ouvert la porte, rien. Juste le silence pesant de la maison endormie. Le lendemain matin, Emma était bizarre, distante, le regard vide. Elle fixait le lac pendant des heures. Quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, elle m'a répondu d'une voix mécanique. « Tout va bien, papa. » Un frisson m'a parcouru l'échine. L'après-midi, nous sommes allés nager. Emma est restée sur la berge, immobile. Soudain, du coin de l'œil, j'ai aperçu une silhouette identique à la sienne entrer dans l'eau à l'autre bout du lac. Impossible. Emma était juste là. J'ai cligné des yeux. La forme avait disparu. Le soir venu, Catherine m'a confié ses inquiétudes. Emma ne mangeait plus, ne parlait presque pas. Son comportement devenait de plus en plus étrange. William aussi semblait mal à l'aise, sursautant au moindre bruit. Cette nuit-là, un cri déchirant nous a réveillés. Emma, nous nous sommes précipités dans sa chambre. Elle était recroquevillée dans un coin, tremblante, pointant du doigt la fenêtre. Elle était là, elle me ressemblait, mais ce n'était pas moi. J'ai regardé dehors, rien que l'obscurité. Mais en me retournant, j'ai eu un choc. Emma était dans son lit, endormie. Comment était-ce possible? Je l'avais vue dans le coin de la pièce quelques secondes plus tôt. Les jours suivants ont été un enfer. Des objets se déplaçaient tout seuls, des ombres glissaient sur les murs. La nuit, des rires d'enfants résonnaient dans la maison vide. Emma alternait entre des phases de léthargie totale et des crises de panique. Un soir, alors que nous dînions, Emma s'est levée brusquement. Ses yeux étaient devenus noirs comme l'encre. D'une voix qui n'était pas la sienne, elle a déclaré « Rejoignez-nous, devenez comme nous ». Puis elle s'est effondrée. Terrifiés, nous avons décidé de partir immédiatement. En chargeant la voiture, j'ai vu une forme sombre ondulant sur le lac. Elle s'est dressée, prenant l'apparence d'Emma. Ses yeux luisaient d'une lueur maléfique. Le trajet du retour a été un calvaire. Emma hurlait, se débattait. Des ombres nous poursuivaient sur la route. La radio grésillait, diffusant des murmures inquiétants. Arrivés chez nous, nous pensions être en sécurité. Quelle erreur! Les phénomènes ont continué. Des griffures apparaissaient sur les murs. Des voix nous appelèrent la nuit. Emma se réveillait parfois en parlant une langue inconnue. Un matin, j'ai trouvé Catherine en pleurs dans la cuisine. Elle m'a montré des photos de notre séjour. Sur chacune d'elles, une silhouette sombre se tenait en arrière-plan, nous observant. Comment ne l'avions-nous pas remarqué? La situation a atteint son paroxysme une semaine après notre retour. En rentrant du travail, j'ai trouvé la maison silencieuse.
Dans le salon, Catherine et William étaient figés, le regard vide. Emma se tenait devant eux, mais ce n'était pas vraiment elle. Ses traits semblaient fluctuer comme de l'eau sombre. La créature a tourné ses yeux sans âme vers moi. « Rejoins-nous, James. Deviens l'un des nôtres. Laisse-toi transformer. » Sa voix résonnait dans ma tête, tentante, hypnotique. J'ai lutté de toutes mes forces contre son influence. Me concentrant sur l'amour que je portais à ma famille, j'ai crié « Non, nous ne vous appartenons pas. Partez !» Il y a eu un flash aveuglant. Quand j'ai rouvert les yeux, Emma était redevenue normale. Catherine et William reprenaient leurs esprits, désorientés. Les jours suivants, les phénomènes ont progressivement cessé. Emma a retrouvé son comportement habituel, ne gardant aucun souvenir de ce qui s'était passé. Nous n'avons jamais vraiment compris ce qui nous était arrivé. Quelle était cette entité? Que nous voulait-elle? Pourquoi nous? Ces questions restent sans réponse. Parfois, la nuit, je me réveille en sursaut. J'ai l'impression d'entendre un murmure lointain, de voir une ombre du coin de l'œil. Est-ce que tout est vraiment fini? Ou cette chose attend-elle simplement son heure, tapie dans l'obscurité? Nous avons vendu le chalet. Nous n'y retournerons jamais. Mais le souvenir de cette expérience nous hantera toujours. Chaque reflet dans un miroir, chaque ombre à la tombée du jour nous fait frissonner. Cette chose, quelle qu'elle soit, a laissé une marque indélébile sur nos vies. Nous avons vu l'impossible, frôler un monde au-delà de notre compréhension. Et même si nous essayons de reprendre une vie normale, une part de nous sait que l'obscurité est là, quelque part, attendant peut-être une nouvelle occasion de nous attirer dans ses profondeurs insondables. Je n'étais pas préparé à ce qui allait se passer ce week-end-là. Ce qui devait être un simple voyage de camping entre amis s'est transformé en un cauchemar que je n'arrive toujours pas à expliquer. Tout a commencé quand Michael, Jennifer, Travis et moi avons décidé de partir camper dans les forêts près de Birmingham, en Alabama. On voulait s'éloigner un peu de la ville et profiter de la nature. Le premier jour s'est bien passé, on a installé notre campement et on a fait une randonnée. L'ambiance était détendue et on rigolait bien. Mais le deuxième jour, les choses ont commencé à devenir bizarres. On était parti explorer une zone un peu plus reculée de la forêt quand on a remarqué des traces étranges sur le sol. Ça ressemblait à des empreintes d'animal, mais beaucoup plus grandes que tout ce qu'on connaissait. Michael a suggéré que c'était peut-être un ours, mais ça ne correspondait pas du tout. Plus on s'enfonçait dans la forêt, plus on avait une sensation de malaise. Les oiseaux ne chantaient plus et il régnait un silence pesant. J'ai eu l'impression qu'on nous observait. À un moment, Jennifer a dit avoir vu une ombre bouger entre les arbres. On a tous regardé mais on n'a rien vu. Le soir, de retour au campement, on était tous un peu tendus. Travis a proposé de faire un feu pour se détendre. Mais vers minuit, on a entendu un hurlement qui nous a glacé le sang. Ce n'était pas un loup ou un coyote, c'était quelque chose d'autre. Quelque chose que je n'avais jamais entendu avant. On s'est tous rapprochés instinctivement du feu. Michael a sorti son téléphone pour filmer au cas où on verrait quelque chose. C'est là qu'on l'a aperçu pour la première fois. Une silhouette immense, avec de longs membres décharnés et des bois sur la tête. Ça se tenait à la lisière de la forêt, à moitié caché dans l'obscurité. Jennifer a poussé un cri et la créature a disparu en un instant. On était tous sous le choc. Travis voulait qu'on parte immédiatement, mais il faisait trop noir pour se déplacer en sécurité. On a décidé de rester éveillés toute la nuit, en gardant le feu allumé. Les heures qui ont suivi ont été les plus longues de ma vie. On entendait des bruits autour du campement, des branches qui craquaient, des grognements. La créature rôdait autour de nous. À l'aube, on a commencé à ranger nos affaires le plus vite possible. C'est là que ça nous a attaqués. Ça s'est passé si vite. La créature a surgi des buissons et s'est jetée sur Travis. C'était encore plus terrifiant en plein jour. Sa peau était grisâtre et tendue sur des os saillants.
Ses yeux étaient d'un blanc laiteux, sans pupille, et sa bouche, pleine de dents acérées comme des lames de rasoir. Michael a réagi le premier. Il a attrapé une branche enflammée du feu de camp et l'a lancée sur la créature. Ça a poussé un hurlement strident et a lâché Travis. Jennifer et moi, on a aidé Travis à se relever pendant que Michael continuait à lancer des branches enflammées. La créature a fini par battre en retraite, disparaissant dans les bois. Travis était blessé à l'épaule, mais ça n'avait pas l'air trop grave. On a rassemblé nos affaires à toute vitesse et on s'est mis à courir vers la route la plus proche. Pendant qu'on courait, Michael a vérifié son téléphone. Il avait réussi à filmer une partie de l'attaque. On avait des preuves de ce qu'on avait vu. À ce moment-là, j'étais soulagé qu'on ait quelque chose pour prouver qu'on n'était pas fou. On a fini par atteindre la route principale après ce qui m'a semblé être des heures. On était épuisés, couverts de boue et de sang. Une voiture s'est arrêtée et le conducteur nous a proposé de nous emmener à l'hôpital le plus proche. On a accepté sans hésiter. Mais quelque chose n'allait pas. Le conducteur ne nous posait aucune question sur notre état. Il restait silencieux, les yeux fixés sur la route. J'ai remarqué qu'il portait une oreillette. C'est là que j'ai vu une autre voiture nous suivre de près. Soudain, le conducteur a pris une sortie qui ne menait pas du tout à l'hôpital. Jennifer a commencé à paniquer et à demander où on allait. L'homme n'a pas répondu. Michael a tenté d'ouvrir la portière mais elle était verrouillée. On s'est retrouvé dans une zone industrielle déserte. La voiture s'est arrêtée et on a été encerclé par plusieurs SUV noirs. Des hommes en costume en sont sortis et nous ont fait sortir de force. Ils nous ont séparés et nous ont bandé les yeux. Je me souviens avoir été poussé dans un véhicule. J'entendais Jennifer crier mon nom. Puis j'ai senti une piqûre dans le cou et tout est devenu flou. Quand je me suis réveillé, j'étais dans une pièce blanche, allongée sur un lit d'hôpital. Un homme en costume est entré. Il m'a dit que j'avais été victime d'une intoxication alimentaire pendant mon camping et que j'avais eu des hallucinations, que mes amis allaient en bien et qu'ils étaient rentrés chez eux. Mais je savais que c'était faux. J'ai demandé à voir Michael, Jennifer et Travis. L'homme a ignoré ma question et m'a dit que je pouvais rentrer chez moi. Que tout irait bien si je ne parlais à personne de ce qui s'était passé dans les bois. Que c'était pour ma sécurité et celle de mes proches. Ça fait maintenant 2 semaines. Je n'ai eu aucune nouvelle de mes amis. Leurs familles disent qu'ils sont partis en voyage, mais je sais que c'est faux. J'ai essayé de contacter la police, mais on m'a clairement fait comprendre que je devais laisser tomber. Je ne sais pas ce qu'était cette créature dans les bois. Un Wendigo, comme dans les légendes, ou autre chose. Tout ce que je sais, c'est que quelque chose de terrible se cache dans ces forêts, et que des gens puissants font tout pour garder ça secret. J'écris ce message comme un avertissement. Si vous allez camper dans les forêts près de Birmingham, soyez sur vos gardes. Et si vous entendez un hurlement inhumain dans la nuit, courez. Courez aussi vite que vous le pouvez. Je ne sais pas ce qui va m'arriver maintenant que j'ai partagé cette histoire. Peut-être que ces hommes en costume vont venir me chercher. Peut-être que je vais disparaître comme mes amis. Mais je devais raconter ce qui s'est passé. Les gens doivent savoir la vérité. Si vous lisez ceci, s'il vous plaît, faites passer le message. Il y a quelque chose de dangereux là-bas, quelque chose qui ne devrait pas exister. Et il y a des gens prêts à tout pour le cacher. Soyez prudents. Et si vous voyez une créature aux longs membres et aux bois de cerf, n'hésitez pas une seconde. Fuyez. Je ne sais pas par où commencer. Tout ce qui s'est passé ces derniers mois me semble encore tellement irréel. Mais j'ai besoin d'en parler, de mettre des mots sur cette expérience terrifiante qui a complètement bouleversé ma vie. Je m'appelle Jamie, j'ai 28 ans et je suis designer graphique freelance à Portland. J'habite seul dans un petit appartement du centre-ville avec mon chat Shadow. Enfin, je devrais plutôt dire que j'habitais avec Shadow, parce que le chat qui partageait ma vie depuis 5 ans n'existe plus. À sa place, il y avait autre chose. Une créature maléfique qui s'est fait passer pour mon compagnon félin pendant des mois. Tout a commencé en octobre dernier. Je me souviens parfaitement de ce jour-là. C'était un mardi pluvieux, typique de l'automne à Portland.
Je travaillais sur un projet pour un client quand j'ai entendu un bruit sourd venant de la cuisine. En allant voir ce qui se passait, j'ai trouvé Shadow recroquevillé dans un coin, le poil hérissé. Il fixait le vide d'un air apeuré, comme s'il voyait quelque chose que je ne pouvais pas percevoir. J'ai essayé de m'approcher pour le rassurer, mais il s'est mis à feuler et à cracher comme jamais auparavant. Ses yeux avaient une lueur étrange, presque phosphorescente. Pendant une fraction de seconde, j'ai cru voir ses pupilles changer de forme. Ça m'a tellement surprise que j'ai reculé brusquement. Shadow en a profité pour filer comme une flèche hors de la cuisine. Sur le moment, je me suis dit qu'il avait dû être effrayé par un bruit dans l'immeuble. Mais avec le recul, je réalise que c'était le début de tout. À partir de ce jour-là, le comportement de Shadow a radicalement changé. Mon chat, d'habitude si câlin et joueur, est devenu distant et agressif. Il passait ses journées cachées sous le lit ou dans les placards. La nuit, je l'entendais gratter frénétiquement contre les murs et miauler de façon lugubre. Parfois, je me réveillais en sursaut avec l'impression qu'il m'observait dans l'obscurité. Ses yeux brillaient d'une lueur verdâtre malsaine. J'étais inquiète et déboussolée par ce changement soudain. J'ai d'abord pensé qu'il était malade, alors je l'ai emmené chez le vétérinaire. Mais les examens n'ont rien révélé d'anormal. Le docteur m'a dit que c'était probablement du stress et m'a conseillé d'être patiente. Sauf que le comportement de Shadow n'a fait qu'empirer au fil des jours. Il ne mangeait presque plus, mais étrangement, il ne maigrissait pas. Au contraire, il semblait prendre du volume, comme s'il se gonflait de l'intérieur. Son pelage, autrefois si doux et soyeux, est devenu rêche et terne. Et puis, il y a eu cet incident qui m'a vraiment fait comprendre que quelque chose n'allait pas. Un soir, alors que je rentrais du travail, j'ai trouvé l'appartement sans dessus-dessous, des objets renversés partout, des griffures profondes sur les meubles et les murs. On aurait dit qu'un animal sauvage s'était déchaîné. J'ai appelé Shadow, paniqué. Pas de réponse. J'ai fouillé partout en l'appelant, et là, je l'ai vu. Il était perché en haut de l'armoire, dans une position impossible pour un chat normal. Ses pattes semblaient déformées, comme si elles s'étaient allongées. Son corps paraissait tordu, presque disloqué. Quand il a tourné la tête vers moi, j'ai eu un mouvement de recul. Ses yeux, ce n'étaient plus les yeux de mon chat. Ils étaient entièrement noirs, sans pupilles ni iris. Et son visage, pendant une fraction de seconde, j'ai cru voir un rictus presque humain déformer sa gueule. J'ai hurlé de terreur et je suis sorti en courant de l'appartement. J'ai passé la nuit chez une amie, incapable d'expliquer ce que j'avais vu. Le lendemain matin, en rentrant chez moi, tout était revenu à la normale. Shadow dormait paisiblement sur le canapé, comme si rien ne s'était passé. J'ai commencé à douter de ma santé mentale. Est-ce que j'avais halluciné? Est-ce que le stress du travail me faisait perdre la tête? J'ai essayé de me convaincre que j'avais exagéré, que mon imagination m'avait joué des tours. Mais les événements étranges ont continué. Des objets qui se déplaçaient tout seuls quand j'avais le dos tourné, des bruits inquiétants la nuit comme des murmures ou des grattements. Et surtout, cette sensation constante d'être observé, épié. Même quand Shadow n'était pas dans la pièce, je sentais une présence menaçante. Un matin, je me suis réveillé avec des griffures profondes sur les bras et les jambes. Elles formaient des motifs étranges, presque géométriques. Impossible que ce soit Shadow qui m'ait fait ça pendant mon sommeil. C'était comme si quelque chose avait essayé de me marquer. J'étais terrifié. Je ne dormais presque plus, sursautant au moindre bruit. Je n'osais plus caresser Shadow, de peur qu'il ne se transforme soudainement en cette créature monstrueuse que j'avais entrevue. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de consulter un autre vétérinaire. J'ai pris rendez-vous avec la DRE Evelyn Hartley, dont on m'avait vanté les compétences. Quand je suis arrivé à sa clinique avec Shadow, j'étais au bord de la crise de nerfs. La Dr Hartley a écouté mon récit avec attention, sans me juger. Elle a examiné Shadow en détail, palpant chaque partie de son corps. Et puis, soudain, elle s'est figée. Elle fixait le ventre de Shadow avec une expression de stupeur mêlée d'horreur. Jamie,
m'a-t-elle dit d'une voix blanche. Ce chat, ce n'est pas un chat normal. Elle m'a alors expliqué une chose qui a bouleversé tout ce que je croyais savoir. Selon elle, Shadow était ce qu'on appelle un changeling cat, une créature surnaturelle qui prend l'apparence d'un chat ordinaire pour s'introduire dans les foyers humains. Ces entités se nourrissent de la peur et du chaos qu'elles génèrent. Sur le moment, j'ai cru qu'elle se moquait de moi, ou qu'elle était folle. Mais Ladré Hartley m'a montré des marques étranges sur le ventre de Shadow, des symboles qui n'auraient jamais dû se trouver là. Elle m'a expliqué que ces créatures existaient depuis des siècles, se transmettant des légendes de génération en génération. Votre vrai chat a probablement été remplacé il y a des mois, m'a-t-elle dit. Cette chose qui vit chez vous n'est pas Shadow. C'est une entité dangereuse qui se nourrit de votre peur. Plus vous avez peur, plus elle devient puissante. J'étais sous le choc. Une partie de moi refusait d'y croire, mais au fond, je savais que c'était la vérité. Ça expliquait tous les événements étranges des derniers mois. Ladré Hartley m'a proposé son aide pour me débarrasser de cette créature. Elle m'a expliqué qu'il existait un rituel ancien pour bannir les changelings, mais qu'il devait être effectué à minuit lors de la nouvelle lune. Par chance, la nouvelle lune tombait 2 jours plus tard. Ces 2 jours d'attente ont été un véritable cauchemar. Maintenant que je savais la vérité, la créature semblait avoir abandonné toute retenue. Elle ne faisait même plus semblant d'être un chat normal. Je l'entendais se déplacer dans l'appartement sur 2 pattes, comme un homme. Parfois, je surprenais son reflet dans un miroir et ce que je voyais n'avait plus rien de félin. La nuit du rituel, Ladré Hartley est venue chez moi avec tout le nécessaire. Elle a tracé un cercle de sel autour de nous et allumé des bougies noires. L'ambiance était électrique, chargée d'une énergie surnaturelle palpable. À minuit précise, nous avons commencé le rituel. Ladré Hartley récitait des incantations dans une langue que je ne connaissais pas pendant que je tenais des herbes odorantes. Soudain, un vent violent s'est levé dans l'appartement, éteignant toutes les bougies. Et là, dans l'obscurité, nous l'avons vue. La créature qui n'était plus Shadow se tenait devant nous, mi-homme, mi-bête. Ses yeux luisaient d'une lueur démoniaque et sa gueule était déformée en un rictus menaçant. Elle a poussé un hurlement qui n'avait rien d'animal, un cri empli de rage et de frustration. Ladré Hartley a continué ses incantations, sa voix couvrant à peine les hurlements de la créature. J'étais paralysé par la peur, incapable de bouger ou de parler. La chose qui avait été mon chat s'est alors jetée sur nous, griffes dehors. Mais elle s'est heurtée à une barrière invisible. Le cercle de sel la retenait. Elle tournait autour de nous comme un fauve en cage, rugissant et crachant. Son corps se déformait de façon grotesque, passant de la forme d'un chat à celle d'un homme, puis à quelque chose d'indescriptible. Les incantations de Ladré Hartley sont devenues plus fortes, plus pressantes. La créature a commencé à se tordre de douleur, comme si chaque mot la brûlait. Son corps s'est mis à fumer, une odeur de soufre emplissant l'air. Et puis soudain, dans un dernier hurlement inhumain, la chose a explosé en une gerbe de flammes vertes. En quelques secondes, il ne restait plus qu'un petit tas de cendres sur le sol. Le silence qui a suivi était assourdissant. Ladré Hartley et moi sommes restés immobiles pendant ce qui m'a semblé être une éternité, fixant les cendres encore fumantes. C'était fini. La créature avait été bannie. Les jours qui ont suivi ont été difficiles. J'étais soulagé d'être débarrassé de cette menace, mais aussi profondément triste. Mon chat, mon vrai Shadow, avait disparu depuis des mois sans que je m'en rende compte. Je ne saurais jamais ce qui lui est arrivé. J'ai déménagé peu après. Je ne pouvais plus supporter de vivre dans cet appartement après tout ce qui s'y était passé. J'ai aussi changé de travail, cherchant un nouveau départ. Aujourd'hui, plusieurs mois après ces événements, j'essaie encore de donner un sens à tout ça. Comment une telle créature peut-elle exister? Combien d'autres sont là, dehors, se faisant passer pour des animaux de compagnie innocents? Je sursaute encore quand j'entends un chat miauler dans la rue. Je n'ose plus regarder les chats dans les yeux, de peur d'y voir cette lueur surnaturelle. Je sais que je ne pourrai plus jamais avoir d'animal de compagnie. Cette expérience m'a fait réaliser que notre monde est bien plus étrange et dangereux que ce que nous pensons.
Il existe des choses que la science ne peut pas expliquer, des créatures qui défient l'entendement. Je partage cette histoire non pas pour effrayer, mais pour mettre en garde. Soyez attentifs aux changements de comportement de vos animaux. Et si quelque chose vous semble anormal, n'hésitez pas à chercher de l'aide. Qui sait, vous avez peut-être aussi un changeling chez vous sans le savoir. Je n'étais qu'un simple gars de Birmingham, Alabama, menant une vie ordinaire jusqu'à ce week-end fatidique. Tout a basculé lors de cette sortie camping avec mes amis Jen, Travis et Sadie dans les bois reculés des Appalaches. Ce qui devait être une escapade amusante s'est transformé en un cauchemar que je n'arrive toujours pas à expliquer. Ça faisait des mois qu'on prévoyait cette virée. On avait choisi un coin isolé, loin des sentiers battus, pour vraiment se couper du monde. Le premier jour s'est passé comme prévu. On a monté le camp, fait un feu de camp, bu quelques bières. L'ambiance était détendue, on rigolait bien. C'est vers minuit que les choses ont commencé à devenir bizarres. On entendait des bruits étranges venant de la forêt, comme des craquements et des grognements sourds. Au début, on a mis ça sur le compte des animaux sauvages. Mais plus la nuit avançait, plus les sons devenaient inquiétants et semblaient se rapprocher. Vers 2 heures du mat', Sadie est sortie de sa tente pour aller pisser. Elle est revenue en courant, blanche comme un linge. Elle disait avoir vu une silhouette massive bouger entre les arbres, quelque chose qui ne ressemblait à aucun animal qu'elle connaissait. On a essayé de la rassurer, mais l'angoisse commençait à monter. Au petit matin, on a découvert des traces bizarres autour du camp. Pas des empreintes d'ours ou de cerfs, non. C'étaient des marques profondes dans la terre, comme si quelque chose d'énorme s'était déplacé sur 2 pattes. Et il y avait ces marques sur les arbres, comme des griffures géantes. Travis, qui connaît bien la région, a commencé à nous parler d'une vieille légende locale. Il parlait d'une créature appelée Wendigo, un esprit maléfique né du cannibalisme. Selon le mythe, c'était un ancien humain transformé en monstre affamé après avoir goûté à la chair humaine. Sur le moment, j'ai ri nerveusement. Ces histoires, c'était bon pour effrayer les gamins autour d'un feu de camp. Mais au fil de la journée, l'atmosphère est devenue de plus en plus pesante. On avait tous cette sensation d'être observés. Les oiseaux ne chantaient plus, comme si la forêt entière retenait son souffle. J'ai proposé de lever le camp et de rentrer, mais Jen a insisté pour rester. Elle voulait prouver qu'on se faisait des idées. La deuxième nuit a été encore pire. Les bruits qu'on entendait semblaient plus proches, plus agressifs. À un moment, on a tous sursauté en entendant un hurlement inhumain qui a résonné dans toute la vallée. C'était un son que je n'oublierai jamais, un mélange de rage et de faim primale. Vers 3 heures du matin, Travis est sorti pour aller chercher du bois. Il est revenu en courant, tremblant de tous ses membres. Il disait avoir vu la créature. Il la décrivait comme une chose immense, squelettique, avec des bois de cerf et des yeux luisants dans l'obscurité. On aurait dit qu'il avait vu le diable en personne. C'est là que tout est parti en vrille. On a entendu un bruissement dans les fourrés, puis un grognement sourd. Et soudain, cette chose est apparue à la lisière du camp. Je n'arrive toujours pas à décrire précisément ce que j'ai vu. C'était comme si mon cerveau refusait d'accepter la réalité de ce qui se tenait devant nous. La créature faisait bien 2,50 m de haut, avec un corps décharné couvert d'une peau grisâtre et tendue. Ses bras étaient démesurément longs, terminés par des griffes acérées. Mais le pire, c'était sa tête. Un crâne de cerf avec des bois immenses, et des yeux rougeoyants qui semblaient brûler de l'intérieur. On s'est tous mis à hurler. Jen a attrapé son téléphone et a commencé à filmer frénétiquement. Sadie s'est précipitée vers la voiture. Travis et moi, on a attrapé ce qui nous tombait sous la main, des bâtons, une hache de camping, pour essayer de nous défendre. La créature a poussé un rugissement à glacer le sang et s'est jetée sur nous. Tout est devenu flou. Je me souviens avoir frappé, encore et encore, sentant la résistance de la chair sous mes coups. L'odeur était insoutenable, un mélange de pourriture et de sang.
J'entendais les cris de mes amis, le bruit des branches qui craquent. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. À un moment, la créature a reculé en hurlant. Elle semblait blessée. Elle nous a fixés une dernière fois de ses yeux brûlants, puis a disparu dans les ténèbres de la forêt. On est resté figé pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Puis on s'est tous précipités vers la voiture. On a jeté nos affaires pêle-mêle dans le coffre et on a démarré en trombe. Personne n'a dit un mot pendant tout le trajet du retour. Une fois rentrés, on était sous le choc. On ne savait pas quoi faire, à qui en parler, qui nous croirait. C'est Jen qui a eu l'idée de poster la vidéo en ligne. Elle pensait que ça pourrait attirer l'attention, nous aider à comprendre ce qui s'était passé. La vidéo est devenue virale en quelques heures. Les gens débattaient de son authenticité, certains criant au canular, d'autres jurant que c'était la preuve de l'existence de créatures inconnues. Des journalistes ont commencé à nous contacter pour des interviews. C'est là que les choses ont pris une tournure encore plus étrange. 3 jours après avoir posté la vidéo, on a tous reçu la visite d'hommes en costume. Ils se sont présentés comme des agents du gouvernement, mais n'ont montré aucun badge. Ils nous ont interrogés pendant des heures sur ce qu'on avait vu, nous demandant les moindres détails. Puis ils nous ont ordonné de retirer la vidéo et de ne plus parler de l'incident à qui que ce soit. Ils ont dit que c'était une question de sécurité nationale. Quand on a protesté, leur ton est devenu menaçant. Ils ont laissé entendre qu'il pourrait nous arriver des accidents si on ne coopérait pas. On a fini par céder et supprimer la vidéo. Mais ça ne s'est pas arrêté là. On a commencé à remarquer qu'on était suivis. Des voitures garées devant chez nous pendant des heures. Des clics bizarres sur nos téléphones. Un soir, Travis m'a appelé, complètement paniqué. Il disait avoir trouvé des documents chez lui, des rapports gouvernementaux parlant d'expériences sur des créatures ressemblant à celles qu'on avait vues. Il voulait qu'on se retrouve pour en parler. Mais quand je suis arrivé chez lui le lendemain, son appartement était vide. Aucune trace de lui. Jen et Sadie ont disparu peu après. Leurs familles ont signalé leur disparition, mais les enquêtes n'ont rien donné. C'est comme s'ils s'étaient volatilisés. Je suis le seul qui reste. J'ai peur chaque jour qu'ils viennent me chercher aussi. Je ne sais pas ce qui se passe réellement, mais je suis convaincu qu'il y a un lien entre cette créature, ce Wendigo, et le gouvernement. Peut-être des expériences secrètes qui ont mal tourné, ou quelque chose de bien plus ancien et terrifiant. Je ne sais pas pourquoi je suis encore là. Peut-être qu'ils me gardent comme un plan B, au cas où ils auraient encore besoin d'informations. Ou peut-être qu'ils veulent que je vive dans la peur, sachant que je ne peux en parler à personne sans risquer ma vie. Tout ce que je sais, c'est que ma vie ne sera plus jamais la même. Chaque bruit me fait sursauter, chaque ombre me fait penser à cette créature, et chaque fois que je vois un homme en costume, mon cœur s'emballe. Je ne cherche plus de réponse. Je veux juste oublier, même si je sais que c'est impossible. Cette nuit dans les bois a ouvert une porte sur quelque chose de sombre et d'inexplicable. Et je crains que cette porte ne se referme jamais complètement. Si vous lisez ceci, sachez qu'il y a des choses dans ce monde qui défient toute explication. Des choses que nous ne sommes pas censés voir ou comprendre. Et parfois, la vérité est bien plus terrifiante que n'importe quel mythe ou légende. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Mais je sais une chose. Je ne remettrai plus jamais les pieds dans une forêt. Certaines choses devraient rester cachées dans l'obscurité, et certains secrets sont trop lourds à porter. Je n'ai jamais vraiment parlé de ce qui s'est passé ce jour-là au château de la Vinlina. C'est une histoire que j'ai gardée pour moi pendant des années, essayant de l'oublier, de me convaincre que ce n'était qu'un mauvais rêve. Mais les souvenirs me hantent encore aujourd'hui, et je sens que je dois enfin partager cette expérience terrifiante. J'avais 10 ans à l'époque. Notre classe faisait une sortie scolaire au château d'Ola Vinlina, une forteresse médiévale imposante située sur une île rocheuse en Finlande. J'étais excité à l'idée de visiter ce lieu historique, même si j'avais toujours trouvé les vieux châteaux un peu effrayants. Dès notre arrivée, une atmosphère étrange semblait planer sur les lieux. Le ciel était gris et lourd, et un silence pesant régnait malgré le brouhaha de notre groupe d'élèves. Notre professeure, Madame Corjona, nous a rassemblés devant l'entrée pour nous expliquer le déroulement de la visite.
Je me souviens avoir remarqué qu'elle paraissait nerveuse, jetant des regards furtifs autour d'elle comme si elle craignait quelque chose. Nous avons commencé la visite guidée, traversant les couloirs sombres et humides du château. Les murs de pierre semblaient en suinter une sorte d'énergie malsaine. J'avais la chair de poule et je me sentais observé en permanence. À un moment, j'ai cru voir une ombre se faufiler derrière une colonne, mais quand j'ai regardé de plus près, il n'y avait rien. C'est au bout d'une heure de visite que les choses ont vraiment commencé à déraper. Nous étions dans une grande salle aux murs couverts de tapisseries anciennes quand soudain, les lumières se sont éteintes. Il y a eu des cris de panique parmi les élèves. J'ai senti une main agripper mon bras dans l'obscurité et j'ai failli hurler avant de réaliser que c'était mon ami Miko. « Ça va aller » m'a-t-il chuchoté, mais sa voix tremblait. Les lumières se sont rallumées après quelques secondes qui m'ont semblé durer une éternité. C'est là que nous avons réalisé que Madame Corjonan avait disparu. Elle était là juste avant la coupure de courant, et maintenant elle s'était volatilisée. Notre guide et les autres accompagnateurs étaient aussi perplexes que nous. Une recherche frénétique a été lancée dans tout le château. Les autorités ont été appelées, mais malgré tous les efforts, aucune trace de notre professeur n'a été retrouvée. C'était comme si elle s'était évaporée dans l'air. La sortie s'est terminée dans la confusion et l'angoisse. Je me souviens du trajet du retour en bus, silencieux et oppressant, chacun essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Les jours et les semaines qui ont suivi ont été difficiles. La police a mené son enquête sans résultat. Des théories ont circulé. Enlèvement, accident, fuite volontaire. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose de bien plus sinistre s'était produit ce jour-là. J'avais vu et ressenti des choses que je ne pouvais pas expliquer. Les années ont passé, mais je n'ai jamais pu oublier cet incident. À 17 ans, hanté par ces souvenirs et obsédé par le mystère, j'ai décidé de retourner au château d'Olavillina. Je devais comprendre, trouver des réponses. J'ai convaincu Miko de m'accompagner. Lui aussi avait été marqué par cette journée et voulait des explications. Nous sommes arrivés au château un matin pluvieux d'octobre. L'endroit n'avait pas changé, toujours aussi imposant et inquiétant. Alors que nous approchions de l'entrée, une vieille femme est apparue comme sortie de nulle part. Elle s'est présentée sous le nom d'Inti et a proposé de nous guider. « Je sais pourquoi vous êtes là », nous a-t-elle dit d'une voix rauque. « Je peux vous montrer ce que vous cherchez, mais êtes-vous prêt à affronter la vérité ?» Miko et moi avons échangé un regard. Nous étions venus pour ça, nous ne pouvions pas reculer maintenant. Nous avons suivi Inti dans les profondeurs du château, empruntant des passages secrets que je n'avais jamais vus lors de ma première visite. Au fur et à mesure que nous descendions, l'air devenait plus froid et plus lourd. Les murs semblaient vibrer d'une énergie étrange. Inti nous a expliqué que le château était construit sur un ancien lieu sacré, un point de convergence de forces surnaturelles. Ce qui s'est passé il y a 7 ans n'était pas un accident, a-t-elle murmuré. Votre professeur a été prise par quelque chose de très ancien et de très maléfique. Nous sommes finalement arrivés dans une vaste caverne souterraine. Au centre se dressait un autel de pierre couvert de symboles étranges. L'atmosphère était chargée d'électricité statique, et j'avais l'impression que les ombres bougeaient dans les coins de la pièce. Inti a commencé à réciter des incantations dans une langue que je ne connaissais pas. L'air s'est mis à tourbillonner autour de nous, et soudain, une forme sombre est apparue au-dessus de l'autel. C'était à la fois solide et immatériel, comme de la fumée vivante. 2 yeux rouges brillaient au centre de cette masse. J'ai senti la peur me paralyser. Cette chose, quelle qu'elle soit, dégageait une aura de pure malveillance. C'est alors que j'ai entendu un cri que je connaissais. Madame Corjonan. Elle est piégée là-dedans depuis toutes ces années, a expliqué Inti. L'entité se nourrit de son essence. Mais vous pouvez la libérer. Ce qui a suivi est difficile à décrire. Guidés par Inti, Miko et moi avons participé à un rituel ancien pour combattre l'entité. Nous avons récité des formules, dessiné des symboles avec notre propre sang. La créature hurlait et se tordait, essayant de nous atteindre avec ses tentacules d'ombre. Je ne sais pas combien de temps a duré la bataille. J'étais épuisé,
terrifiés, mais déterminés. Finalement, dans un dernier effort, nous avons réussi à repousser l'entité. Il y a eu un flash de lumière aveuglante, et quand j'ai rouvert les yeux, la créature avait disparu. Sur l'autel gisait le corps de Madame Corgenant. Elle respirait faiblement, mais elle était vivante. Nous l'avons ramenée à la surface où les secours l'ont prise en charge. Elle a survécu, mais n'a jamais pu se rappeler ce qui lui était arrivé pendant toutes ces années. Anti a disparu aussi mystérieusement qu'elle était apparue. Avant de partir, elle nous a averti que ce que nous avions combattu n'était qu'une partie d'un mal bien plus grand, et que notre combat était loin d'être terminé. Aujourd'hui encore, je ne suis pas sûr de comprendre pleinement ce qui s'est passé ce jour-là dans les souterrains du château de la Vinlina, mais je sais que j'ai été confronté à quelque chose qui défie toute logique, quelque chose d'ancien et de terrifiant qui se cache dans les ombres de notre monde. Je partage cette histoire non pas pour effrayer, mais pour avertir. Il existe des forces que nous ne comprenons pas, des entités qui attendent dans l'obscurité, et parfois, ces forces trouvent un moyen de s'infiltrer dans notre réalité, comme ce fut le cas dans ce vieux château finlandais. Mikko et moi avons gardé le contact. Nous parlons souvent de cette expérience, essayant de lui donner un sens. Parfois, je me réveille la nuit, hanté par le souvenir de ses yeux rouges dans l'obscurité, et je me demande si un jour, nous devrons à nouveau affronter ce mal, car une chose est certaine, ce que nous avons vécu dans le château de la Vinlina n'était que le début d'une histoire bien plus vaste et terrifiante. Une histoire qui, j'en ai peur, n'est pas encore terminée. Je n'avais que 17 ans quand j'ai commencé à travailler comme moniteur au camp Whispering Pines durant l'été 1999. J'étais tellement excité à l'idée de passer mes vacances dans ce cadre idyllique, entouré de nature et de nouveaux amis. Si seulement j'avais su ce qui m'attendait. Les premiers jours se sont déroulés normalement. Nous avons accueilli les enfants, organisé des activités et profité du beau temps. Mais rapidement, une atmosphère étrange s'est installée. Des bruits inquiétants résonnèrent dans la forêt la nuit, et certains enfants se plaignaient de cauchemars. Un soir, alors que je faisais ma ronde habituelle autour des cabanes, j'ai aperçu une silhouette sombre qui se faufilait entre les arbres. J'ai crié « Qui est là ?» mais elle a disparu en un clin d'œil. J'ai mis ça sur le compte de mon imagination, mais avec le recul, j'aurais dû prendre ça plus au sérieux. Quelques jours plus tard, l'impensable s'est produit. Le petit Timmy, 8 ans, a disparu sans laisser de traces. Nous avons fouillé tout le camp et les bois environnants pendant des heures, mais en vain. La police a été appelée et une véritable chasse à l'homme s'est organisée. L'angoisse était palpable. Les enfants pleuraient, et les parents exigeaient des réponses que nous n'avions pas. C'est à ce moment-là que les choses ont vraiment commencé à déraper. Une nuit, alors que je dormais dans ma cabane, j'ai été réveillé par des hurlements terrifiants. Je me suis précipité dehors et j'ai vu Cliff, un autre moniteur, courir vers moi en criant. Son visage était déformé par la peur. « Charles, il faut partir d'ici. Il y a quelque chose dans les bois !» a-t-il hurlé avant de s'effondrer dans mes bras. J'ai remarqué avec horreur que son t-shirt était couvert de sang. Paniqué, j'ai appelé les autres moniteurs. Katia et Vanessa sont arrivés en courant, suivis de Léo. Nous avons essayé de calmer Cliff qui était en état de choc. Entre deux sanglots, il nous a raconté qu'il avait vu une créature monstrueuse rôder autour du camp. C'était Sam. Mais ce n'était plus Sam, a-t-il balbutié avant de perdre connaissance. Sam était un ancien employé du camp qui avait mystérieusement disparu quelques années auparavant. Personne ne savait ce qui lui était arrivé. Soudain, un hurlement inhumain a retenti dans la forêt, glaçant le sang dans nos veines. Les enfants se sont mis à crier dans leur cabane. Nous devions agir vite. « Il faut évacuer le camp immédiatement !» ai-je crié. Katia, Vanessa, rassemblez les enfants. Léo, appelle les secours. Je vais m'occuper de Cliff. Mais avant que nous ayons pu bouger, une forme massive a surgi des ténèbres. C'était grand, velu, avec des yeux rouges luisants. Ça ne ressemblait à rien de connu. La créature s'est jetée sur Cliff avec une vitesse surhumaine.
J'ai entendu des os craquer et un gargarisme horrible. En un instant, Cliff n'était plus. Paralysé par la terreur, nous avons regardé la chose se tourner vers nous. Son visage. Mon Dieu, son visage. C'était bien celui de Sam, mais déformé, bestial. Que lui était-il arrivé? Courez! Ai-je hurlé en poussant les autres. Nous nous sommes précipités vers les cabanes des enfants. Les cris et les pleurs résonnèrent partout. J'ai ouvert la porte de la première cabane à la volée. Tout le monde dehors, vite! Les enfants sont sortis en pyjama, terrorisés. Nous les avons rassemblés tant bien que mal et nous avons couru vers la route principale. Derrière nous, j'entendais la créature qui se rapprochait. Son souffle rauque et ses grognements me glaçaient jusqu'aux os. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule et j'ai vu ses yeux rouges briller dans l'obscurité. Elle gagnait du terrain. Soudain, Vanessa a trébuché et est tombée. La chose était sur elle en un instant. Ses hurlements de douleur et de terreur résonnent encore dans mes cauchemars. Je voulais l'aider, mais Léo m'a attrapé par le bras. « On ne peut plus rien faire pour elle !» a-t-il crié en me tirant en avant. Nous avons continué à courir, poussant les enfants devant nous. Mes poumons brûlaient, mes jambes tremblaient, mais l'adrénaline et la peur me faisaient avancer. Enfin, nous avons atteint la route. Des phares ont illuminé la nuit. Les secours arrivaient, mais notre soulagement a été de courte durée. La créature a surgi des bois, se jetant sur Léo qui fermait la marche. Il a hurlé de douleur alors que la chose l'entraînait dans les ténèbres. Les voitures de police et les ambulances sont arrivées à ce moment-là. Les officiers ont braqué leurs armes vers la forêt, tirant plusieurs coups de feu. La créature a poussé un cri de rage avant de disparaître dans les bois, emportant Léo avec elle. Les heures qui ont suivi sont floues dans ma mémoire. Les parents sont arrivés, affolés. La police a bouclé la zone et lancé une vaste opération de recherche. On m'a posé des milliers de questions auxquelles je ne savais pas répondre. Comment expliquer l'inexplicable? Comment décrire cette chose qui ressemblait à Sam mais n'était plus humaine? Personne ne voulait me croire quand je parlais de créatures monstrueuses. Ils pensaient que le choc m'avait fait perdre la raison. Les jours suivants ont été un tourbillon d'interrogatoires, d'examens médicaux et de séances avec des psychologues. Le camp a été fermé définitivement. Les corps de Cliff et Vanessa ont été retrouvés, horriblement mutilés. Mais Léo et le petit Timmy sont restés introuvables. 20 ans ont passé depuis cette nuit d'horreur, mais les cauchemars continuent de me hanter. Je me réveille encore en sueur, revoyant ses yeux rouges luisants dans l'obscurité. J'entends les cris de mes amis, le craquement des os, les hurlements inhumains. J'ai essayé de tourner la page, de me convaincre que tout cela n'était qu'un terrible accident, que mon esprit avait inventé cette créature pour donner un sens à l'horreur. Mais au fond de moi, je sais ce que j'ai vu. Parfois, quand je regarde les informations et que j'entends parler de disparitions mystérieuses dans les bois, je ne peux m'empêcher de frissonner. Est-ce que cette chose est toujours là-bas, attendant sa prochaine proie? Est-ce que Sam, ou ce qu'il est devenu, continue de rôder dans les forêts sombres? Je ne retournerai jamais au camp Whispering Pines. Ces pins ne murmurent plus pour moi. Ils hurlent. Ils hurlent les noms de ceux que nous avons perdus cette nuit-là, et me rappellent que certaines choses devraient rester cachées dans l'obscurité. Si vous allez camper cet été, restez sur vos gardes. Et si vous entendez des bruits étranges dans la nuit, ne les ignorez pas comme je l'ai fait. Car dans les profondeurs des bois, il existe des choses que l'esprit humain ne peut comprendre, des choses qui n'auraient jamais dû exister. Et parfois, ces choses sortent pour chasser. J'ai bien compris votre demande de créer un récit en français basé sur la prémisse donnée, sans aucune mention de suicide et en respectant les directives fournies. Voici le récit demandé. C'était en octobre 1992. J'avais 44 ans à l'époque et je travaillais comme directeur dans une entreprise de Phoenix. La routine quotidienne commençait à me peser et j'avais désespérément besoin de m'évader. C'est pourquoi j'ai décidé de partir camper seul dans les montagnes Pinolino, à quelques heures de route de chez moi.
Je me souviens encore du jour de mon départ comme si c'était hier. Le ciel était d'un bleu limpide et l'air frais annonçait l'automne. J'ai chargé mon 4x4 avec mon matériel de camping et je suis parti tôt le matin, impatient de me retrouver seul face à la nature. Après quelques heures de route, j'ai atteint le pied des montagnes Pinolino. L'endroit était magnifique, avec ses forêts de pins qui s'étendaient à perte de vue et ses sommets rocheux qui se découpaient sur l'horizon. J'ai garé ma voiture